La neige tombait en silence sur le territoire du Montana en ce matin de Noël 1885. Chaque flocon flottait comme une prière murmurée dans l'obscurité qui précédait l'aube. Les bottes de Samuel Mitchell crissaient dans la poudreuse fraîche, alors qu'il traversait la cour en direction de la grange, son souffle formant de la buée dans l'air si froid qu'il lui brûlait les poumons. La lanterne à pétrole se balançait dans sa main gantée, projetant des ombres dansantes sur les congères qui s'étaient accumulées pendant la nuit, jusqu'à 1 mètre de hauteur contre les barrières. 43 ans, 15 d'entre eux passaient seuls, et Sam préférait qu'il en soit ainsi. C'est du moins ce qu'il se disait chaque matin lorsqu'il se réveillait dans le silence de la cabane qu'il avait construite de ses propres mains. Noël n'était qu'un jour comme les autres quand on n'avait personne avec qui le partager. Juste un matin comme les autres, pour nourrir le bétail, vérifier les clôtures, peut-être aller au pâturage nord si le temps le permettait. Le travail ne s'arrêtait jamais. Ni pour les vacances, ni pour les souvenirs, ni pour les fantômes qui murmuraient parfois dans le vent. Sam ajusta la mèche de la lanterne avec ses doigts exercés, la petite molette en laiton cliquetant lorsqu'il la tournait. La flamme se stabilisa, repoussant l'obscurité. Il avait appris à être précis dans ce genre de choses. Trop de mèches et on gaspillait du kérosène. Trop peu et on ne voyait pas le travail à faire. 15 ans de vie solitaire avaient appris à un homme à être économe en tout, même en lumière. La porte de la grange grinça sur ses gonds en fer lorsqu'il l'ouvrit. La température à l'intérieur était légèrement plus chaude, peut-être 20 degrés, au lieu des 15 degrés sous zéro qui régnaient à l'extérieur. Sa jument, une baie nommée Ranger, piaffait nerveusement dans son box, frappant le sol recouvert de paille de ses sabots. Sam fronça les sourcils. Ranger n'était pas du genre à s'effrayer facilement. Elle avait été un cheval de l'armée pendant les guerres indiennes de 76 et de 77, et elle avait vu suffisamment de troubles pour rester calme dans presque toutes les situations. Puis il l'entendit, un cri faible et désespéré, tranchant le silence comme un couteau dans l'air hivernal. Le cœur de Sam s'arrêta de battre. Il leva la lanterne plus haut, scrutant les ombres qui s'accumulaient dans les coins de la grange. Le cri retentit à nouveau, plus fort cette fois, insistant, indubitable. Un bébé. Il y avait un bébé dans sa grange. Il avança lentement, comme on s'approche d'un poulain effrayé. Tous ses sens en alerte. La lumière de la lanterne balaya la mangeoire en bois où il avait déposé du foin frais la veille au soir. Là, enveloppé dans une couverture défraîchie, un petit paquet qui bougeait et pleurait, brisant le silence soigneusement construit autour de la vie de Sam depuis 15 ans. Ses mains tremblaient, tandis qu'il tirait sur le bord de la couverture. Un bébé âgé de quelques heures, peut-être moins. Son visage était rouge à force de pleurer dans le froid, ses petites poings agités dans le vide. Ses yeux étaient fermés, protégés de la lumière soudaine de la lanterne. Elle ne portait qu'une fine robe en coton, bien trop légère pour l'hiver du Montana. Elle était enveloppée dans un morceau de laine tricoté bleu, peut-être une écharpe, et à côté d'elle se trouvait un bout de papier couvert d'une écriture tremblante et désespérée. Aimez-la, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Que Dieu me pardonne. Dash Sam resta figé, la lanterne tremblant dans sa main. À côté du mot se trouvait autre chose. Une bague en argent, petite et délicate, avec une inscription qu'il dut plisser les yeux pour lire. SH 183. Les pleurs du bébé s'intensifièrent, tout son corps tremblant sous l'effort. Sam n'avait pas tenu un enfant dans ses bras depuis 15 ans. Il ne s'était même pas autorisé à penser aux enfants depuis la nuit où son fils était mort-né et où sa femme s'était vidée de son sang dans le lit qu'ils partageaient. Mais ce bébé était là, réel, froid et désespéré, et tous les instincts qu'il croyait avoir enfouis refirent surface. Il posa la lanterne avec précaution. Puis, avec des mains qui avaient attaché des bœufs et dompté des chevaux sauvages, mais qui n'avaient jamais été aussi hésitantes, il la souleva. Elle était incroyablement légère, incroyablement fragile, et tenait dans ses paumes calleuses comme quelque chose fait de verre et de lumière stellaire. Elle se calma presque immédiatement contre sa poitrine, cherchant sa chaleur à travers les couches de laine et de cuir qu'il portait. Sam se tenait là, dans la grange à charbon, tenant un bébé abandonné le matin de Noël, et sentit la première fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Il ne voulait pas de cela, il ne l'avait pas demandé. Mais elle était là, et elle était réelle, et à cet instant précis,
Elle avait besoin de lui. Ranger observait de ses yeux bruns liquides Sam envelopper soigneusement le bébé dans la couverture pour le protéger du froid. Il ramassa la note de l'autre main, ses mots désespérés déjà gravés dans sa mémoire. Il glissa la bague dans la poche de son manteau. Peut-être une preuve ou un indice sur l'identité de la personne qui avait laissé cet enfant dans sa grange le matin de Noël. Sam s'arrêta à la porte de la grange, regardant sa cabane de l'autre côté de la cour enneigée. Juste jusqu'à ce que la tempête se calme, se dit-il. Juste jusqu'à ce qu'il puisse se rendre en ville et régler cette affaire comme il se doit. Quelqu'un d'autre saurait quoi faire. Quelqu'un de plus apte à cela qu'un homme qui avait passé 15 ans à apprendre à vivre seul. Le mensonge lui semblait fragile alors même qu'il le pensait, mais il l'apporta quand même, dans la lumière grandissante du matin de Noël, vers un avenir qu'il ne pouvait encore voir. La cabane était exactement comme il l'avait laissée 2 heures plus tôt, austère et fonctionnelle, construite pour un homme seul. Une table, 2 chaises, même s'il n'utilisait jamais la deuxième, un poêle sonore, un lit dans le coin, le fauteuil à bascule près de la cheminée où sa femme Élisabeth avait nourri leur rêve mourant. Tout était à sa place, tout était ordonné et vide. Sam posa le bébé sur la table, la couette sous elle, et regarda ce dans quoi il s'était embarqué. Elle s'était calmée grâce à la chaleur de la promenade, mais ses yeux sombres le regardaient maintenant avec une intensité qui lui serrait la poitrine. Ils étaient bleus, réalisa-t-il, d'un bleu profond, comme le ciel du Montana après un orage, comme l'avaient été les yeux d'Élisabeth, et ce souvenir le frappa comme un coup de poing. Élisabeth, 22 ans, ses cheveux roux captant la lumière du soleil à travers cette même fenêtre. Élisabeth riant en lui parlant du bébé qui grandissait dans elle. Élisabeth mourant dans une mer de sang, tandis qu'il lui tenait la main et suppliait Dieu de le prendre à sa place. Sam secoua la tête, repoussant ses souvenirs dans leur chambre close. Ce bébé avait besoin de soins immédiats, pas de ses fantômes. Je ne sais rien des bébés, dit-il à voix haute. Sa voix sonnait étrangement dans la cabane, rauque à force de ne pas être utilisée. Il avait à peine prononcé 10 mots au cours du mois dernier. Le bébé cligna des yeux, solennel, attendant. Sam avait du lait de vache dans la cave. Ça ferait de l'affaire, non? Les bébés B buvaient du lait. Il prit une bouteille, en versa un peu dans une petite casserole et la mit sur le feu pour la réchauffer. Pendant qu'elle chauffait, il examina le bébé plus attentivement. Elle semblait en bonne santé. 10 doigts, 10 orteils, aucune blessure ni maladie apparente, peut-être 3 ou 4 kilos, d'après ce qu'il pouvait juger. Son cordon ombilical était encore frais, noué avec ce qui semblait être une ficelle ordinaire. Quelqu'un avait aidé cette mère à accoucher. Quelqu'un avait noué ce cordon, enveloppé ce bébé, puis l'avait laissé dans sa grange. Les questions s'accumulaient plus vite qu'il ne pouvait les trier. Mais les questions ne nourrissaient pas un enfant affamé. Il testa le lait sur son poignet, comme il avait vu des femmes le faire autrefois, dans une autre vie. Trop chaud. Il attendit, testa à nouveau. Mieux. La faire boire était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Elle se débattait contre la cuillère, le lait coulait sur son menton, et tous deux devenaient de plus en plus frustrés. Finalement, il se souvint de quelque chose. Il trempa le coin d'un chiffon propre dans le lait et le lui donna à sucer. Ça a marché. Lentement et maladroitement, mais ça a marché. Voilà, murmura-t-il. C'est ça. La situation avec les couches était catastrophique. Sam ne s'était jamais senti aussi incompétent de toute sa vie. Et pourtant, il avait déjà essayé de ferrer un Mustang à moitié sauvage pendant un orage. Il utilisa des bandes déchirées dans une vieille chemise en coton qu'il fixa avec des épingles de sûreté que sa femme avait laissées derrière elle. Le bébé avait donné des coupes de pied et s'était agité pendant toute l'épreuve. Il s'était poignardé 2 fois, s'était coupé une fois, mais finalement, elle était sèche et propre, enveloppée dans un tissu propre. Pour lui servir de berceau, il avait vidé un tiroir de sa commode et l'avait tapissé de sa chemise en flanelle la plus douce. Cela ferait l'affaire jusqu'à ce qu'il trouve mieux. Tout était temporaire, tout. Il se répétait cela en la couchant dans son lit de fortune. Elle tint peut-être 5 minutes avant de se remettre à pleurer. La journée s'étirait, interminable et impossible. Chaque pleur plongeait Sam dans un mode de résolution de problème. Elle avait encore faim, elle était encore mouillée, elle avait trop froid, trop chaud, ou elle avait simplement besoin d'être prise dans les bras. Dans l'après-midi, il commença à reconnaître ces différents sons.
Les pleurs aigus signifiaient qu'elle avait faim. Les gémissements agités signifiaient qu'elle était mal à l'aise. Le cri de baleine signifiait qu'elle avait juste besoin qu'il la prenne dans ses bras. Elle avait besoin de sentir qu'elle n'était pas seule dans ce monde froid. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Sam. Elle ne dormait que s'il la tenait dans ses bras. Il marchait donc en rond dans la cabane, fredonnant des chansons sans mélodie dont il se souvenait à moitié de son enfance en Pennsylvanie. Ses bras lui faisaient une main, ses yeux brûlaient de fatigue. Mais chaque fois qu'il essayait de la coucher, elle pleurait et il la reprenait dans ses bras. Vers 2 heures du matin, elle s'est enfin calmée contre sa poitrine, sa respiration s'est régularisée et elle s'est endormie. Sam s'est affalé dans son fauteuil, le fauteuil à bascule qui avait appartenu à Elizabeth, craignant de bouger, craignant de briser le charme qui avait enfin apaisé cet enfant. Sa chemise était trempée de lait et de larmes, les siennes et celles de la petite. Sa main, marquée par des années de travail avec des cordes et du cuir, couvrait tout son dos. Elle était si petite, si incroyablement fragile, et elle respirait, chaude, vivante. Il l'avait maintenue en vie pendant une journée entière. Sam regardait le feu brûler dans le poêle, écoutait ses petites respirations et sentait quelque chose changer en lui. Pas un engagement, pas encore, mais une attention au présent, à cet instant, à ce besoin qu'il pouvait satisfaire. L'aube apporterait des décisions, mais pour l'instant, il n'y avait que cela, un homme et un enfant dans une cabane du Montana. Alors que la neige tombait silencieusement dehors et que le monde continuait de dormir, inconscient que quelque chose avait changé. L'aube se glissa à travers les fenêtres givrées, transformant le monde du noir au gris puis à l'or pâle. Le bébé remua mais ne se réveilla pas. Sam regarda son visage, paisible maintenant dans son sommeil, et murmura des mots qu'il n'avait pas prévus. On dirait qu'on a survécu à une nuit. Voyons voir pour la prochaine. Le deuxième jour apporta son lot de défis. Sam découvrit que les bébés avaient besoin de manger toutes les quelques heures, et pas seulement quand cela l'arrangeait. Il apprit que la température du lait était plus importante qu'il ne le pensait, que changer les couches était une compétence qui demandait de la pratique, que certains pleurs ne signifiaient rien d'autre que le besoin de contact humain. À midi, son dos lui faisait mal à force de se pencher sur le berceau de fortune. Ses mains étaient maladroites à cause du manque de sommeil. Mais le bébé respirait toujours, buvait toujours son lait, était toujours bien réel, vivant et dépendant de lui. L'après-midi, il s'assit près de la fenêtre, la tenant dans ses bras pendant qu'elle dormait, regardant la neige tomber dans le jardin. Son regard se posa sur le fauteuil à bascule qu'Élisabeth avait tant aimé, dans le coin où ils avaient prévu de mettre un berceau 16 ans auparavant. Son regard se posa sur le fauteuil à bascule qu'Élisabeth avait tant aimé, dans le coin où ils avaient prévu de mettre un berceau 16 ans auparavant. La douleur était toujours là, atténuée par 15 années, mais jamais vraiment disparue. Le bébé dans ses bras bougea, émit un petit bruit, puis se rendormit. Sa chaleur traversa sa chemise et imprégna sa peau qui avait été froide pendant si longtemps. En toute logique, il aurait dû se rendre en ville dès le lendemain matin. Trouver le shérif Wade, expliquer la situation, les laisser contacter l'orphelinat de Helena. C'était la chose sensée à faire, la bonne chose à faire. Mais Sam regarda son visage paisible et endormi et ne pouvait imaginer la confier à des étrangers. Il ne pouvait imaginer cette cabane à nouveau vide après 3 jours où sa présence l'avait rempli de sons et de sens. Il était terrifié à l'idée de la décevoir, terrifié à l'idée de la perdre, terrifié à l'idée d'aimer quelque chose d'aussi fragile et précieux. « Tu es là et je suis là », murmura-t-il, et peut-être que cela suffit pour l'instant. La décision s'abattit sur lui comme la neige, silencieuse, inévitable, recouvrant tout. Il ne l'emmènerait pas en ville. Pas encore, peut-être jamais. Cette pensée le terrifiait, mais elle était là, aussi vraie que le soleil se levant à l'est. Il lui fallait un nom pour elle, quelque chose qui reflète ce qu'elle représentait. Qu'est-ce qui était arrivé le matin de Noël alors qu'il ne s'attendait qu'à une autre journée solitaire? Grace, dit-il à voix haute pour tester le son, pour ce qui était venu alors qu'il ne savait pas qu'il en avait besoin. Grace se leva. Rose était le deuxième prénom d'Elizabeth, un lien avec le passé et un espoir pour l'avenir, réunis en 8 lettres. Sam se leva, porta Grace jusqu'à la table et ouvrit la Bible familiale qu'Elizabeth avait apportée de Pennsylvanie. C'était l'un des rares livres de la cabane, relié en cuir,
aux pages fines comme un murmure. Il ouvrit la page des archives familiales, prit la plume et la trempa dans l'encre qui n'avait pas été utilisée depuis 15 ans. Grace Rose Mitchell, 25 décembre 1885. L'encre sécha. Le nom devint réel. Et Samuel Mitchell, qui avait passé 15 ans à apprendre à vivre seul, fit le premier pas pour réapprendre à être père. Le troisième matin, Sam se réveilla et trouva le cheval du vieux Tom Brennan attaché devant sa cabane. Il n'avait entendu personne approcher. Le manque de sommeil le rattrapait. Grace s'agitait dans son berceau à tiroir, prête pour son biberon du matin. Et Sam agissait en pilote automatique, chauffant le lait, vérifiant la température, suivant la routine qu'il avait apprise par essai et erreur. On frappa à la porte alors qu'il donnait à Grace le tissu imbibé de lait chaud. Le vieux Tom se tenait sous le porche, les épaules saupoudrées de neige, le visage buriné et impénétrable. Âgé de 75 ans, vétéran de la guerre civile, il était ce qui se rapprochait le plus d'un ami pour Sam, même s'ils échangeaient rarement plus d'une douzaine de mots à la fois. Tom. Sam dit Sam. Le regard du vieux Tom se posa sur le paquet dans les bras de Sam. J'ai entendu des rumeurs en ville hier. J'ai pensé que je devais venir voir par moi-même. Sam s'écarta pour laisser entrer le vieil homme. Tom secoua la neige de ses bottes, ferma la porte pour empêcher le froid d'entrer et resta là à observer la scène. La cabane, qui avait été propre et bien rangée, montrait maintenant des signes de chaos. Des vêtements séchaient près du poêle, le berceau à tiroir était posé sur la table et un bout de papier avec une supplique désespérée gisait à côté de la Bible. Ils s'assirent sur les chaises près du poêle. Sam continua à nourrir Grace tandis que le vieux Tom remplissait sa pipe, tassa le tabac avec ses doigts noueux et alluma une allumette. L'odeur de la fumée emplit la cabane, familière et étrangement réconfortante. Ils restèrent assis en silence pendant 20 minutes. Les seuls bruits étaient le crépitement du bois dans le poêle et les petits bruits que faisait Grace en mangeant. Finalement, le vieux Tom prit la parole. 1863, Gettysburg. J'ai vu un enfant là-bas, peut-être âgé de 4 ans, errant dans les décombres. Ses parents étaient morts au combat. Je voulais le prendre, le ramener chez moi, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ce n'était pas mon rôle. Je me suis dit que quelqu'un d'autre s'occuperait de lui. Il tira sur sa pipe et expira lentement. Je n'ai jamais su ce qu'était devenu ce garçon, mais je l'ai regretté chaque jour depuis. Cela fait 50 ans de regrets, Sam. C'est plus lourd à porter que toutes les blessures que j'ai subies pendant la guerre. Sam le regarda dans les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il y a deux types de regrets dans ce monde. Le regret d'avoir fait quelque chose et le regret de ne pas avoir fait quelque chose. Le second ronge ton âme plus que le premier ne pourrait jamais le faire. Grace avait fini de manger. Sam la tenait contre son épaule, lui tapotant le dos comme Martha Brennan lui avait montré la veille, attendant que la bulle d'air s'échappe. Ce geste lui semblait à la fois étranger et naturel, comme s'il apprenait une langue qu'il avait toujours connue. « Tu sais comment donner le bain à un bébé? » demanda le vieux Tom. « Pas vraiment. Je vais te montrer. J'ai perdu ma femme à cause de la fièvre il y a 30 ans, mais j'ai aidé à élever ma fille Martha, et elle m'a donné 3 petits-enfants avant de mourir. Je m'en souviens assez bien. » Pendant l'heure qui suivit, le vieux Tom enseigna à Sam les rudiments des soins aux nourrissons. Comment réchauffer l'eau dans une bassine, la tester avec le coude, soutenir la tête et le cou du bébé, comment surveiller les signes de fièvre ou de maladie, comment reconnaître la différence entre une agitation normale et une véritable détresse. Les mains du vieux soldat, marquées par la guerre et le travail, étaient étonnamment douces lorsqu'il faisait ses démonstrations sur Grace, qui semblait sentir qu'elle était en sécurité. « La ville va jaser », dit le vieux Tom en s'essuyant les mains avec un chiffon. C'est déjà le cas. Un homme seul avec un bébé. On va poser des questions. Qu'on pose des questions. Le shérif va vouloir enquêter. Découvrir qui l'a abandonné, je sais. Le vieux Tom ramassa la bague en argent que Sam avait laissée sur la table. Il l'examina attentivement, plissant les yeux pour lire l'inscription. H. 1183. Ce genre de gravure. Un seul bijoutier à Helena fait un travail aussi fin. C'est une pièce coûteuse. Celui qui a abandonné cet enfant n'était pas pauvre. Sam sentit un frisson lui parcourir l'estomac.
Que veux-tu dire? Je veux dire que lorsque des gens pauvres abandonnent un bébé, ils ne laissent pas de bague en argent derrière eux. C'était quelqu'un qui avait les moyens, quelqu'un qui avait des raisons que nous ne pouvons pas deviner. Le vieux Tom posa la bague avec précaution. Sam, les gens qui ont de l'argent peuvent s'acheter des avocats, peuvent s'acheter de l'influence. Si tu gardes cet enfant, tu risques de te lancer dans une bataille à laquelle tu n'es pas préparé. Je m'y préparerai alors. Le vieux Tom acquiesça lentement. Il observa longuement le visage de Sam. Tu es déjà attaché à elle. 3 jours et elle est déjà tienne. Je le vois. Sam ne le nia pas. Il ne pouvait pas le nier. La vérité se lisait dans la façon dont il la tenait dans ses bras, dans la façon dont il écoutait sa respiration pendant la nuit, dans la façon dont l'idée de la confier à des étrangers lui serrait la poitrine d'une sorte de panique. Elle m'a sauvé, Tom. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Mais ces 15 dernières années, j'étais mort à l'intérieur. Je ne faisais que suivre le mouvement. Et puis, je l'ai trouvé, et quelque chose s'est réveillé. Quelque chose que je croyais mort avec Maggie et mon fils. Je comprends plus que tu ne le penses. Le vieux Tom se leva, prit son manteau accroché à la porte. Tu vas devoir aller en ville bientôt. Tu ne peux pas éviter ça éternellement. Tu auras besoin de provisions et ils devront s'assurer qu'elle est bien soignée. Je sais. Quand tu y iras, garde la tête haute. Ne t'excuse pas. N'explique pas plus que nécessaire. Montre-leur simplement la vérité. Le vieux Tom s'arrêta à la porte. Et Sam, cette bague, garde-la précieusement. Un jour viendra peut-être où tu auras besoin de savoir d'où elle vient. Après le départ du vieux Tom, Sam resta assis, tenant Grace dans ses bras, et réfléchit à ce que le vieux soldat avait dit. Les gens riches, les avocats, les personnes influentes. Il regarda l'enfant dans ses bras, si confiante, si dépendante, et fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui tente de la lui prendre, il se battrait. Il avait laissé tomber Elizabeth et leur fils. Il ne laisserait pas tomber Grace. Cette nuit-là, en vérifiant les chevaux, Sam remarqua quelque chose qui lui avait échappé dans le chaos des jours précédents. Des empreintes dans la neige autour de la grange, désormais presque entièrement recouvertes par la neige fraîche, mais encore visibles si l'on savait où regarder. De petites empreintes, pas celles des lourdes bottes d'un éleveur ou d'un fermier. Celles-ci étaient différentes, des empreintes de chaussures de femmes, en cuir et délicates, menant de la route à la grange et vice-versa. Quelqu'un avait marché ici pendant la nuit, avait déposé Grace dans cette mangeoire avec soin, avait laissé le mot, la bague, l'écharpe bleue tricotée, puis s'était éloigné dans l'obscurité, emportant avec lui un chagrin que Sam ne pouvait même pas imaginer. Il toucha le prince avec sa main gantée, ressentant un lien étrange avec cet homme inconnu, une mère qui avait fait le choix le plus difficile qui soit. Il se demanda si elle avait observé depuis les arbres, attendant de s'assurer qu'il trouve le bébé. Il se demanda si elle était toujours là, quelque part, se demandant si son enfant avait survécu à la nuit. « Ta maman t'aimait, » murmura Sam dans l'air glacial. « Elle t'aimait assez pour te laisser partir. Je te promets que je ferai en sorte que tu le saches. » Le 5e jour, Sam sut qu'il ne pouvait plus repousser l'échéance. Il n'avait presque plus de lait. Il avait besoin de biberons appropriés, pas de tétine de fortune en tissu. Il avait besoin de coton pour les couches, d'acide phénique pour garder le cordon ombilical propre, et il devait affronter tout ce qui l'attendait en ville. Il enveloppa Grace de plusieurs couches pour la protéger du froid glacial, une écharpe en laine bleue, une couette, puis son propre manteau épais, créant ainsi un cocon de chaleur. Il fit chauffer des pierres dans le feu, les enveloppa dans un tissu et les plaça dans une boîte en bois à l'arrière du chariot. Grace entra dans la boîte, entourée de chaleur, si bien emmitouflée que seul son visage dépassait. Le trajet de 13 kilomètres lui sembla plus long que d'habitude. La température était tombée à 12 degrés, transformant son souffle en cristaux de glace dans sa barbe. Sam conduisait lentement le chariot, vérifiant l'état de Grace toutes les quelques minutes. Elle dormit pendant presque tout le trajet, protégée par les couches de tissu et les pierres chauffées. La ville de Birch Creek, dans le territoire du Montana, se composait d'une rue principale avec une vingtaine de bâtiments. Un magasin général, un saloon, une église, une école, une forge et quelques maisons éparpillées. La population était d'environ 300 habitants, en comptant les ranchs environnants.
Tout le monde se connaissait, et à présent, tout le monde savait pour Sam et le bébé. La chaleur du magasin général le frappa comme un mur lorsqu'il poussa la porte, faisant teinter la clochette au-dessus. Grace était maintenant réveillée, les yeux grands ouverts, observant son nouvel environnement. Sam la serra contre lui, sentant tous les regards de la pièce se tourner vers eux. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Toutes les têtes se tournèrent. Thomas Chen de la blanchisserie, la veuve Morrison, le jeune Billy Henderson, la femme du maire, le shérif Jacob Wade au fond, le révérend Nathaniel Hutchins près du poêle. Il y avait 12 personnes dans cette pièce et chacune d'entre elles les fixait du regard. Le silence dura 30 secondes qui semblaient en durer 30 ans. Puis Martha Brennan bougea. La fille du vieux Tom, âgée de 60 ans, avec des yeux bienveillants et des mains usées par le travail. Elle traversa lentement la pièce, le regard fixé sur Grace. Samuel Mitchell, dit-elle doucement. Est-ce un bébé? Oui, madame. D'où vient-elle? Sam garda une voix calme. Je l'ai trouvée le matin de Noël dans ma grange. Je ne pouvais pas l'abandonner. Les chuchotements commencèrent immédiatement, un bruissement comme le vent dans les feuilles d'automne. Martha tendit la main et toucha la petite main de Grace avec un doigt. Grace enroula ses doigts autour, s'y agrippa. Les yeux de Martha se remplirent de larmes. « Oh, Sam, murmura-t-elle, vous êtes un homme courageux et insensé. » Le shérif Jacob Wade se fraya un chemin à travers la petite foule. Âgé de 52 ans, juste mais rigoureux. Ce n'était pas un homme à laisser des questions sans réponse. C'est une affaire sérieuse, Sam. Un bébé abandonné signifie une enquête. J'aurais besoin de détails. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Quelqu'un l'a laissé dans ma grange avec une note me demandant de l'aimer. C'est tout ce que je sais. Et vous l'avez gardé pendant 5 jours sans en parler à personne. Je l'ai gardé en vie, dit Sam. Je l'ai gardé au chaud et nourri. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Le docteur Henry Carson est paru de l'arrière-boutique, le visage buriné et curieux. À 67 ans, il avait mis au monde la moitié des enfants de Birch Creek, soigné les blessures causées par les combats indiens et les accidents agricoles, enterré des amis et des inconnus. Il était là la nuit où Elizabeth est morte. Il avait tout essayé pour la sauver. Il avait échoué. Laisse-moi la voir, Sam. Sam a déballé à contre-cœur suffisamment de couverture pour que le médecin puisse examiner Grace. Les mains de Carson étaient douces, expertes, vérifiant sa respiration, sa couleur, le cordon ombilical en voie de cicatrisation. Après un long moment, il a reculé, hochant la tête. Elle est en bonne santé, bien soignée. En fait, Sam, tu as fait du bon travail ici. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Ces mots ont apaisé quelque chose dans la poitrine de Sam, mais les murmures ont continué. Les spéculations circulaient parmi les habitants rassemblés comme le vent dans l'herbe de la prairie. Un homme ne peut pas élever correctement une fille. Elle devrait aller à l'orphelinat. Ce n'est pas naturel. Lui seul avec un bébé. Martha toucha le bras de Sam. Amenez-la chez moi demain. Je vous montrerai comment la baigner correctement. Les signes à surveiller. Un homme seul ne devrait pas faire cela sans aide. Je vous en serai reconnaissant, madame. Mais Sam entendait aussi les autres voix. Les jugements, les doutes, les murmures convaincus qu'il faisait une erreur. Le révérend Hutchins s'avança. Âgé de 57 ans, dégarni, il avait la voix douce d'un homme qui croyait toujours savoir ce qui était juste. Frère Mitchell, bien que vos intentions soient louables, nous devons penser à ce qui est le mieux pour l'enfant. Une fille a besoin des conseils d'une mère. L'orphelinat d'Helena dispose des ressources nécessaires pour la placer dans une famille convenable, une famille complète. Elle a une famille, dit Sam doucement. Elle m'a, moi. Mais pouvez-vous lui offrir ce qu'une mère lui offre? Les soins attentionnés, la sagesse féminine. Sam le regarda dans les yeux. Je peux lui offrir de l'amour, la sécurité et un foyer. N'est-ce que pas ce qui compte? L'amour seul ne suffit pas toujours. Le propriétaire du magasin général, M. Peterson, commença à rassembler les provisions de Sam. Du lait, du coton, de l'acide phénique, un biberon adapté. Ses gestes étaient rapides, professionnels, mais Sam pouvait voir l'incertitude dans ses yeux. Toute la ville observait, pesait, jugeait. Sam paya, rassembla ses achats et se retourna pour partir. Alors qu'il atteignait la porte, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant sortit de l'ombre près de la vitrine du magasin.
Grand, vêtu d'un manteau noir et d'un chapeau à large bord qui cachait son visage. Il regarda Grace, puis Sam, le visage impassible. Puis il toucha le bord de son chapeau dans un geste qui pouvait être une salutation ou un avertissement, et s'éloigna dans la rue. Sam sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme avait observé, écouté, et quelque chose en lui semblait anormal. Il semblait dangereux d'une manière que Sam ne pouvait définir. Il porta Grace jusqu'à la charrette, la remit dans la boîte chauffante et rentra chez lui dans le froid de l'après-midi. Les regards des habitants de la ville pesaient sur ses épaules pendant tout le trajet jusqu'à sa propriété. Ce soir-là, après avoir nourri Grace et l'avoir couchée dans son berceau, Sam trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas de signature, juste un morceau de papier plié avec des mots qui lui glacèrent le sang. Elle doit rester avec les siens. Un homme seul est un danger. Abandonnez-la avant qu'il ne soit trop tard. L'écriture était soignée, fluide, rien à voir avec les gribouillis désespérés de la note qui avait accompagné Grace. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui observait, quelqu'un qui pensait mieux savoir que Sam ce qui devait arriver à cet enfant. Sam emporta la note jusqu'au poêle et la brûla. Il regarda le papier se recourber, noircir et se transformer en cendres. Puis il vérifia les portes, s'assura que les fenêtres étaient bien fermées et s'assit dans le fauteuil à bascule, son fusil sur les genoux, veillant toute la nuit pendant que Grace dormait. Qu'ils viennent, pensa-t-il, que quiconque essaie de la prendre. Ils apprendraient ce que 15 ans de chagrin et de solitude avaient forgé. Un homme qui n'avait plus rien à perdre, sauf cette chose précieuse qui lui avait redonné envie de vivre. Dehors, le vent du Montana hurlait à travers la prairie, et quelque part, dans l'obscurité, des yeux inconnus observaient peut-être. Mais à l'intérieur de la cabane, un feu brûlait et réchauffait l'atmosphère, et un bébé dormait en sécurité. Et Samuel Mitchell montait la garde sur un avenir qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le premier dimanche de janvier, Martha Brennan se présenta à la porte de Sam avec un panier rempli de provisions, avec une détermination qui lui rappelait sa défunte épouse. Elle frappa 2 fois, attendit, puis entra comme seule une personne qui avait gagné ce droit pouvait le faire. Sam était à table, essayant de changer la couche de Grace avec la concentration d'un homme désamorçant une bombe. Il s'était amélioré au cours de la semaine précédente, mais il avait toujours l'impression de lutter contre un petit animal déterminé. Grace donnait des coups de pied et poussait de petits cris de protestation, tandis que Sam tâtonnait avec les épingles de sûreté. « Tu tiens ses jambes trop haut, » dit Martha en posant son panier. « Attends, je vais te montrer. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Martha transforma les rudiments de survie de Sam en véritable technique de soins infantiles. Elle apporta de vraies couches en coton, douces et blanches, et non les lambeaux de chemise déchirés qu'il utilisait jusqu'alors. Elle lui montra comment les plier, comment les épingler pour qu'elles restent bien en place sans piquer le bébé. Comment vérifier le cordon ombilical qui cicatrisait bien grâce à l'acide phénique qu'il avait appliqué. « Tu as bien fait, » dit Martha en examinant le nombril de Grace. « Le docteur Carson serait fier de toi. Encore quelques jours et il sera complètement guéri. » Elle lui a appris la bonne façon de baigner un nourrisson. Remplir une bassine d'eau, tester la température avec le coude, jamais avec la main, car les mains supportent mieux la chaleur. La peau d'un bébé? Non. Toujours soutenir la tête et le cou. Laver d'abord le visage, puis le corps, et enfin les fesses. Des étapes simples que Sam a mémorisées comme un soldat apprenant les ordres d'exercice. Mais ce sont les autres choses que Martha lui a enseignées qui ont eu le plus d'importance. Comment reconnaître quand Grace avait faim ou quand elle était simplement grognon? Comment lui faire faire son rôle correctement après l'avoir nourrie? Comment l'emmailloter pour qu'elle se sente en sécurité? Les petits gestes intimes que n'importe quel livre ne peut enseigner, seulement l'expérience et la patience. « Ma fille a eu 3 enfants avant de mourir, » dit Martha en lui montrant la bonne technique pour emmailloter. « Elle est morte en mettant au monde le 3e. Elle a laissé ses bébés sans mère. Elle m'a laissé les élever. Je sais donc comment m'occuper d'enfants qui ne sont pas les vôtres de naissance, mais qui sont les vôtres et tous les égards qui comptent. » Sam observait ses mains, mémorisant ses gestes. « Comment avez-vous réussi à gérer à la fois votre chagrin et les soins à prodiguer? » Certains jours, je n'y arrivais pas. Certains jours, je survivais simplement jusqu'à l'heure du coucher. Les yeux de Martha reflétaient sa compréhension.
Mais ces bébés avaient besoin que je sois plus que mon chagrin. Et finalement, m'occuper d'eux est devenu ce qui m'a guéri. L'amour fonctionne parfois ainsi. Il vous brise et vous répare en même temps. Oui, ça m'étonne. Avant de partir, Martha s'est arrêtée à la porte. Sam, la ville en parle. Certains sont simplement curieux, mais d'autres sont plus méchants que cela. Il y a des gens qui pensent que vous devriez faire don de l'orphelinat. Des gens qui pensent qu'un homme seul n'est pas naturel, voire dangereux. Je sais. Savez-vous aussi qu'Eleanor Hartford est arrivée en ville hier? Elle est venue d'Helena dans une calèche luxueuse. Elle a posé des questions sur les bébés abandonnés. Sam serra les mains sur le plat qu'il tenait. Qui est-elle? Une femme riche mariée à William Hartford, l'avocat. Ils ont de l'argent et de l'influence, et il paraît qu'ils cherchent à adopter. Elle a déjà parlé au shérif Wade et au révérend Hutchkins. Martha croisa son regard. Sam, je te dis cela parce que tu dois être préparé. Il ne s'agit peut-être plus seulement de ragots de village. Cela pourrait devenir un combat. Après le départ de Martha, Sam prit Grace dans ses bras et regarda par la fenêtre le paysage de janvier. La neige avait fondu en partie, laissant apparaître des plaques de terre brune, semblables à des blessures et à de la peau blanche. Quelque part, des gens décidaient du sort de Grace, faisaient des plans qui ne l'incluaient pas, le jugeaient sans savoir ce que cela signifiait de tenir cet enfant dans ses bras à 3 heures du matin, de sentir sa confiance, d'être nécessaire d'une manière dont il n'avait pas été nécessaire depuis 15 ans. Ils peuvent essayer, murmura-t-il à Grace, mais tu es à moi maintenant, et je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Eleanor Hartford arriva à la cabane de Sam un mardi après-midi, à la mi-janvier. Il entendit la calèche avant de la voir. Le bruit de plusieurs chevaux et de roues à jantes de fer sur le sol gelé. 4 chevaux bais assortis tiraient une calèche laquée de noir qui n'avait rien à faire sur les routes des ranchs du Montana. Un cocher enivré était assis sur le banc et une femme vêtue de fourrure descendit avec l'aide d'un valet de pied. Sam observait la scène depuis la fenêtre, Grace endormie contre son épaule. Il s'attendait à cela ou à quelque chose de similaire depuis l'avertissement de Martha, mais voir la richesse et le pouvoir arriver jusqu'à sa modeste cabane lui glaçait tout de même le sang. La femme avait environ 40 ans, peut-être, avec des cheveux foncés relevés sous un chapeau coûteux. Sa robe était en velours bleu foncé, sa cape bordée de ce qui semblait être du vison. Tout en elle respirait l'argent et le raffinement de la côte Est. Elle traversa son jardin avec assurance, ses chaussures totalement inadaptées à la vie à la ferme. Sam alla à sa rencontre avant qu'elle n'ait le temps de frapper à la porte. Il se tint dans l'embrasure, Grace dans les bras, sans rien dire, attendant simplement. Mitchell, sa voix était cultivée, son accent de Boston à peine adouci par son séjour dans l'Ouest. Je m'appelle Eleanor Hartford. Je me demandais si nous pouvions parler de l'enfant que vous tenez dans vos bras. Sam recula, la laissant entrer, mais uniquement parce que refuser lui aurait donné l'air d'avoir quelque chose à cacher. Le regard d'Eleanor balaya la cabane, embrassant son mobilier clairsemé, sa simplicité de célibataire. Ses yeux s'attardèrent sur le berceau à tiroir, les couches séchant près du poêle, les signes d'une adaptation précipitée aux soins d'un nourrisson. Je vais être direct, Monsieur Mitchell. J'ai entendu parler de votre situation et je pense pouvoir vous aider. Elle retira ses gants avec une grâce acquise par l'habitude. Mon mari et moi sommes mariés depuis 15 ans. Nous voulions désespérément des enfants, mais nous n'avons pas pu en avoir. Quand j'ai entendu parler de ce nourrisson abandonné, j'ai su que c'était la Providence. La Providence? Répéta Sam d'une voix neutre. Nous pouvons offrir tout cela à cet enfant. Une éducation dans les meilleures écoles, des cours de musique, des langues, un foyer convenable avec des domestiques pour aider à s'occuper d'elle, et surtout une mère et un père, comme Dieu l'a voulu. Elle a un père. Eleanor sourit avec patience et compassion. Monsieur Mitchell, je ne doute pas de vos bonnes intentions, mais vous devez bien comprendre qu'un homme vivant seul dans cet endroit isolé ne peut pas offrir à une jeune fille ce dont elle a besoin. En grandissant, elle aura besoin d'une influence féminine. Comment allez-vous lui apprendre à devenir une dame? Comment allez-vous la préparer à la société? Peut-être que je ne veux pas qu'elle soit préparée à votre type de société. Peut-être que je veux simplement qu'elle soit aimée et en sécurité. L'amour ne suffit pas. La voix d'Eleanor se fit légèrement plus dure. Elle a besoin de stabilité, de ressources, d'opportunités que vous ne pouvez tout simplement pas lui offrir dans un ranch en faillite. Sam serra les mâchoires. Mon ranch n'est pas en faillite. Ah bon?
Alors pourquoi n'était-vous pas allé au marché depuis des mois? Pourquoi la ville colporte-t-elle des ragots sur l'ermite Mitchell qui survit à peine d'hiver en hiver? Elle adoucit le ton. Je n'essaie pas de vous insulter. J'essaie de vous aider à voir la raison. La raison que je vois, c'est une femme qui veut quelque chose qui ne lui appartient pas. Et Eleanor fouilla dans son sac et en sortit un document plié. J'ai déjà déposé une requête officielle auprès du shérif Wade. Le juge territorial l'examinera dans les 30 jours. Compte tenu de ma situation, mariée et financièrement stable, par opposition à la vôtre, je pense que la loi verra où est la place de cet enfant. Elle posa le document sur la table et se retourna pour partir. Alors qu'elle se levait, une petite photo glissa de son sac et tomba sur le sol. Sam la ramassa avant qu'elle n'ait pu réagir. Une jeune femme aux cheveux noirs, debout près d'une fenêtre. Autour de ses épaules, reconnaissable même sur cette image défraîchie, se trouvait une écharpe bleue tricotée, identique à celle qui enveloppait Grace. Eleanor la lui arracha des mains, mais pas avant que Sam ait vu autre chose. Ses yeux. Les mêmes yeux d'un bleu profond que ceux de Grace. La même forme de visage. Qui est-elle? Demanda Sam à voix basse. Eleanor perdit son sang-froid pendant une seconde. Personne, juste personne. Elle rangea rapidement la photo et partit sans un mot, mais Sam savait. Il savait que cette femme avait un lien avec Grace et qu'Eleanor savait exactement qui était Grace. À la porte, elle s'arrêta. Monsieur Mitchell, je sais ce qu'est la perte. Je sais ce que signifie vouloir quelque chose si désespérément qu'il devient difficile de penser clairement. Mais vous devez vous demander ce qui est vraiment le mieux pour cet enfant. Votre besoin d'elle ou son besoin d'un véritable avenir. Après son départ, Sam lut la requête. Un langage juridique sur l'intérêt supérieur de l'enfant, un environnement familial approprié et les ressources nécessaires à son développement. Des mots qui signifiaient qu'Eleanor Hartford avait de l'argent, des avocats et probablement la loi de son côté. Cette nuit-là, après que Grace se fut endormie, Sam se rendit chez le vieux Tom dans l'obscurité. Il avait besoin de conseils et le vieux soldat était le seul à pouvoir le comprendre. Ils s'assirent dans la cabane spartiate de Tom, très similaire à celle de Sam, et Sam lui raconta tout. La requête, la visite d'Eleanor, la menace qui pesait sur eux. Le vieux Tom fuma sa pipe en silence pendant un long moment. Finalement, il prit la parole. Sam, tu dois comprendre une chose à propos des gens comme les Hartford. Ils ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. L'argent ouvre des portes, achète les juges, influence les décisions. Donc, je devrais simplement abandonner. Je n'ai pas dit ça. Le vieux Tom se pencha en avant. J'ai dit que tu devais comprendre à quoi tu t'attaquais, car si tu veux te battre, tu ferais mieux de te battre intelligemment et d'être prêt à tout perdre en essayant. J'ai déjà tout perdu une fois. Perdre à nouveau ne me fait pas aussi peur que de ne pas me battre. Le vieux Tom acquiesça lentement. Alors voici ce que tu vas faire. Tu vas vivre ta vie au grand jour. Laissez les gens vous voir avec ce bébé. Allez à l'église. Acceptez l'aide de Martha. Montrez à toute la ville que vous ne vous cachez pas, que vous n'avez pas honte et que vous êtes un père compétent. Parce que lorsque ce juge viendra, votre meilleure défense ne sera pas des arguments juridiques. Ce sera la vérité vécue, là où tout le monde peut en être témoin. Sam rentra chez lui vers minuit et trouva un autre mot sous sa porte. Celui-ci était différent, plus long, l'écriture était féminine et cultivée. Monsieur Mitchell, vous ne me connaissez pas, mais je sais des choses sur les Hartford qui pourraient vous intéresser. La bague qui accompagnait le bébé. J'en ai déjà vu une similaire. Demandez-vous comment Eleanor Hartford a pu savoir si rapidement pour cet enfant. Comment est-elle arrivée quelques semaines après l'abandon? Certaines coïncidences ne sont pas du tout des coïncidences. Surveillez l'écharpe bleue. C'est votre clé. Une ennemie. Sam la lut 3 fois, puis la glissa dans la Bible à côté de la note originale. Les pièces du puzzle étaient éparpillées autour de lui, mais il ne voyait pas encore l'image qu'elle formait. La bague, l'écharpe, l'arrivée rapide d'Eleanor. Quelque part dans tout cela se trouvait une vérité qui attendait d'être découverte. Mais l'aube arriva avant qu'il ne puisse réfléchir davantage. Et avec lui, les pleurs de Grace qui réclamaient à manger et le travail quotidien qui ne s'arrêtait pas pour les mystères ou les menaces juridiques. Un jour à la fois, un repas à la fois, un moment d'amour qui se prouvait encore et encore. Février apporta des changements, petits et profonds. Grace devint plus forte, plus alerte.
À 6 semaines, elle commença à suivre Sam du regard lorsqu'il se déplaçait dans la cabane. Elle l'observait avec une intense concentration, comme si elle mémorisait son visage, apprenait qui était cet homme qui prenait soin d'elle. La première fois qu'elle saisit délibérément son doigt et le tint, Sam sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était un geste insignifiant, peut-être un réflexe, mais cela ressemblait à une reconnaissance, comme si elle le connaissait, comme si elle choisissait de s'accrocher. C'est ma fille, murmura-t-il. Tiens bon. Fidèle aux conseils du vieux Tom, Sam commença à se rendre en ville plus régulièrement. Il alla à l'église le premier dimanche de février, la première fois en 15 ans qu'il s'asseyait sur ses bancs. Les chuchotements le suivirent alors qu'il portait Grace dans l'allée, mais il garda la tête haute et marcha d'un pas assuré. Il s'assit au fond, Grace blottie dans ses bras, et lorsqu'elle s'agita pendant le sermon, il l'emmena dehors et marcha dans le cimetière jusqu'à ce qu'elle se calme. Après le service, certaines personnes l'évitèrent, mais d'autres s'approchèrent. Madame Johnson, qui avait perdu une fille des années auparavant, demanda à tenir Grace dans ses bras, puis pleura doucement. La famille Chen sourit et hocha la tête. Le jeune Billy Henderson, âgé de seulement 13 ans, demanda si les bébés étaient vraiment aussi difficiles à élever que le disait sa mère. Plus difficile, lui répondit Sam honnêtement. Mais ça va. La ville était divisée. Certains voyaient un homme qui faisait de son mieux dans des circonstances impossibles. D'autres voyaient une situation inappropriée, dangereuse, qui devait être corrigée. Et au milieu de tout cela, Grace grandissait et s'épanouissait, inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Le docteur Carson venait régulièrement rendre visite à Grace pour vérifier son état de santé, mais Sam soupçonnait qu'il venait aussi pour le surveiller. Le vieux médecin arrivait à l'improviste, examinait Grace avec une douce rigueur, puis s'asseyait près du poêle et parlait de tout et de rien. C'était de la compagnie déguisée en soins médicaux, et Sam lui en était reconnaissant d'une manière qu'il ne pouvait exprimer. Elle prend bien du poids, dit Carson un après-midi de fin février. Vous vous en sortez bien, Sam, mieux que la plupart des nouveaux pères que j'ai vus. Je n'ai pas vraiment le choix. Vous aviez le choix. Vous auriez pu la confier à quelqu'un d'autre dès le premier jour, mais vous ne l'avez pas fait. Carson rangea ses instruments avec une efficacité acquise par l'habitude. La ville vous observe, vous savez, elle vous juge et vous évalue. Cette femme de Hartford défend sa cause auprès de tous ceux qui veulent bien l'écouter. Mais il y a aussi des gens de votre côté. Plus que tu ne le penses, peu importe si le juge se prononce contre moi. Les juges sont humains. Ils sont influencés par les preuves, certes, mais aussi par le caractère. Et en voyant d'un homme faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, Carson s'est arrêté à la porte. Continue à faire ce que tu fais. Laisse les gens voir la vérité. La première grande tempête de la fin de l'hiver est arrivée sans prévenir le 20 février. Sam avait vérifié les chevaux dans l'après-midi, ramené du bois supplémentaire et sécurisé la grange. Mais le temps dans le Montana était capricieux, et ce qui avait commencé par une légère neige s'était transformé en une tempête de neige hurlante à la tombée de la nuit. À l'aube du deuxième jour, le monde avait disparu dans un chaos blanc. Le vent faisait vibrer les murs de la cabane. La neige s'accumulait contre les fenêtres. Sam entretenait le feu, gardait Grace au chaud et essayait de ne pas penser à la diminution des réserves de lait. Le troisième jour, le lait fut épuisé. Sam essaya de mélanger de la farine et de l'eau, mais Grace refusa de boire, pleurant de faim qu'il ne pouvait satisfaire. Il s'emmitoufla et se fraya un chemin jusqu'à la grange, espérant qu'une des vaches aurait du lait, même si elle n'avait pas encore vêlé. Mais il n'y avait rien. La tempête ne montrait aucun signe d'accalmie, et les pleurs de Grace devenaient plus faibles, plus désespérés. Cet après-midi-là, Grace eut de la fièvre. Sam connaissait les symptômes grâce aux enseignements de Martha. Elle était brûlante au toucher, avait les joues rouges et refusait de manger, même s'il avait eu de quoi lui donner à manger. Il avait un vieux thermomètre à mercure que le docteur Carson avait laissé. Il le plaça soigneusement sous le bras de Grace, le maintint en place pendant qu'elle s'agitait, puis lut le résultat avec une appréhension grandissante. 39,4. Elizabeth avait commencé par avoir de la fièvre. Elle avait grimpé, puis elle était partie. Sam tenait Grace dans ses bras, sentant sa brûlure contre lui, et la vieille peur revint en force.
Pas encore. Mon Dieu, s'il vous plaît, pas encore. Il essaya tout ce qu'il savait. Il posa des compresses froides sur son front, la déshabilla pour laisser la chaleur s'échapper, lui fit boire de l'eau goutte à goutte. Mais alors que l'après-midi laissait place au soir, la fièvre ne baissait pas. Les cris de Grace se transformèrent en gémissements. Son regard devint vague. Sam était confronté à un choix impossible. Il fallait parcourir 13 kilomètres pour rejoindre la maison du Dr. Carson à travers une tempête de neige qui avait tué 3 hommes l'hiver précédent. La température était de 25 degrés et la visibilité nulle. Amener Grace dehors par un tel temps risquait de la tuer, mais rester ici sans rien faire la tuerait à coup sûr. Il n'avait pas le choix, pas vraiment. Sam avait déjà enterré un enfant. Il ne voulait pas en enterrer un autre. Il travaillait avec des mains qui tremblaient, et pas seulement à cause du froid. Il attisa le feu dans le poêle et fit chauffer 4 grosses pierres de rivière jusqu'à ce qu'elles soient presque trop chaudes pour être manipulées. Il enveloppa chacune d'elles dans plusieurs couches de tissu, puis les plaça dans une boîte en bois qu'il utilisait normalement pour ses outils. Il tapissa la boîte avec ses couvertures les plus douces, créant ainsi un nid, puis il enveloppa Grace dans 5 couches. Une chemise en laine, une robe en flanelle, l'écharpe bleue tricotée, une peau de mouton et enfin une toile huilée pour la protéger de l'humidité. Il la plaça dans la boîte, entourée des pierres chauffées. Elle aurait de la chaleur, au moins pendant un certain temps. Assez longtemps, espérait-il, assez longtemps pour lui venir en aide. Rangée, son mère, avait connu la guerre. Elle avait affronté les charges de cavalerie, les tirs de canon et le chaos des combats, mais elle hésita devant la porte de la grange lorsque Sam tenta de la conduire dehors dans la tempête. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Ce qu'il lui demandait tenait presque du suicide. « Je sais, ma fille, dit-il d'une voix calme malgré la terreur, mais un bébé est en train de mourir et nous sommes tout ce qu'elle a. » Il attacha la caisse à la corne de la selle avec une corde, s'assurant qu'elle ne bougerait pas. Puis il monta en selle et dirigea Ranger vers la ville, vers la maison du Dr. R. Carson, vers un voyage qui mettrait à l'épreuve tout ce qui lui restait. Le vent frappait comme un coup physique. La neige était si épaisse qu'il avait l'impression de chevaucher à travers un mur blanc. Sam ne voyait qu'à environ 1,5 mètres devant lui, et encore à peine. Il laissa Ranger aller à son rythme, faisant confiance à l'instinct du cheval. Elle connaissait le chemin vers la ville, elle avait fait ce trajet des centaines de fois. Il devait maintenant avoir confiance qu'elle pourrait le refaire une fois de plus. Le premier kilomètre passa dans un flou blanc. Sam vérifiait la boîte toutes les quelques minutes, s'assurant que Grace respirait toujours, qu'elle était toujours chaude. Elle était silencieuse maintenant, trop faible même pour pleurer. Cela le terrifiait plus que tout. Au bout d'environ 5 kilomètres, le sabot avant droit de Harrier se mit à boiter. Sam sentit immédiatement le changement dans sa démarche, cette légère hésitation qui signifiait une blessure. Il descendit de cheval dans la neige qui lui arrivait aux cuisses, vérifia son sabot et trouva le problème. Une pierre s'était coincée dans la fourchette de son sabot et le froid intense avait aggravé la situation. Il la retira avec ses doigts engourdis, enveloppa son sabot dans un morceau de tissu arraché à sa propre chemise et continua. Au 4e kilomètre, Sam avait perdu tout sens de l'orientation. La tempête était totale. Il n'y avait aucun repère, pas de soleil, juste un vent blanc et un froid qui transperçaient toutes les couches de vêtements. Il faisait désormais entièrement confiance à Ranger, la suivait là où elle le menait et priait un Dieu auquel il avait cessé de croire depuis 15 ans. « S'il te plaît, pas elle. Prends-moi si tu veux, mais pas elle. » Au 6e kilomètre, Ranger s'arrêta de marcher. Sam descendit à nouveau de cheval et trouva la mère tremblante, épuisée au-delà de toute endurance. Il essaya de la guider, mais elle ne bougeait pas. Le vent hurlait. Grace était silencieuse dans sa boîte, et Sam réalisa avec une clarté terrifiante qu'il n'y arriverait pas. Il pouvait mourir ici, geler avec Grace dans ses bras, et être retrouvé des semaines plus tard, une fois la tempête passée. Une autre tragédie, une autre tombe dans la frontière du Montana. Mais quelque chose en lui refusait d'accepter cela. Il avait survécu aux guerres indiennes, avait survécu à 15 ans de chagrin, avait trouvé une raison de vivre à nouveau et il serait damné s'il laissait cette tempête lui enlever cela. Sam souleva la boisse de la selle, la serra contre sa poitrine et se mit à marcher. Il guidait Ranger d'une main, avançant péniblement dans la neige qui résistait à chaque pas.
Ses jambes brûlaient, ses poumons brûlaient, son visage était engourdi, signe de gelure. Mais il fit un pas, puis un autre encore. Dans une éternité mesurée en pas, il ne sentait plus ses pieds, il ne sentait plus grand-chose. Le froid s'insinuait en lui, cet engourdissement mortel qui annonçait l'hypothermie. Sam en connaissait les signes. Il savait qu'il était en train de mourir à petit feu, mais il continua à marcher. Quand il vit enfin la lumière, elle lui sembla être une hallucination, une lueur chaude à travers la tempête. Mais alors qu'il s'en approchait en trébuchant, elle se transforma en quelque chose de réel. Une fenêtre, une maison, la maison du docteur Carr Carson. Sam parvint jusqu'au porche et s'effondra. Il frappa 3 fois à la porte avec son poing, utilisant le peu de force qui lui restait. Puis tout devint gris. Il se réveilla dans la chaleur et la lumière, et vit le visage buriné du docteur Carson au-dessus de lui. Le vieux médecin vérifiait ses pupilles, son pouls, parlant d'une voix calme et professionnelle que l'esprit de Sam n'arrivait pas à comprendre. Grace parvint à articuler Sam, les lèvres gelées. Le bébé était soigné et restait immobile. Mais Sam ne pouvait pas rester immobile. Il essaya de s'asseoir, luttant contre les mains du docteur qui le retenaient. Où est-elle? Est-elle en vie? Elle est en vie. Tu avais 40 degrés de fièvre à ton arrivée. Une infection respiratoire, mais traitable. Sam, tu dois te concentrer sur toi-même maintenant. Ta température corporelle est de 34 degrés. 1 heure de plus dehors et tu serais mort. La femme de ménage du docteur Carson, Madame Walsh, apparut avec des couvertures chauffantes. Ils enveloppèrent Sam avec précaution, faisant remonter sa température lentement. Trop vite, et il aurait pu entrer en état de choc. Le docteur s'est efforcé de pallier son manque d'expérience, réchauffant de l'eau afin de pouvoir y plonger progressivement les extrémités gelées de Sam. La douleur, lorsqu'il a retrouvé la sensation dans ses mains et ses pieds, était extraordinaire. Sam a réprimé ses cris, mais tout au long de l'opération, il n'a cessé de demander des nouvelles de Grace. Finalement, après ce qui lui a semblé être des heures, le docteur Carson l'a aidé à se rendre dans la pièce voisine. Grace était allongée dans un lit de fortune près de la cheminée, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration laborieuse. Sa fièvre était tombée à 37,7 degrés. Madame Walsh était assise à côté d'elle, lui donnant à la cuillère des gouttes d'eau mélangées à du miel. Une infection respiratoire, expliqua le docteur, fréquente chez les nourrissons, surtout par ce temps. Elle était déshydratée et sous-alimentée. 2 heures de plus et nous l'aurions perdue. Sam s'effondra sur une chaise près du lit de Grace, ses jambes ne pouvant plus le soutenir. Il tendit une main tremblante et lui toucha la joue. Elle était encore trop chaude, mais elle était vivante, elle respirait. Vous avez parcouru 13 kilomètres à travers la pire tempête de neige depuis 5 ans, dit calmement le docteur Carson. 3 hommes sont morts dans cette tempête. Des hommes adultes qui connaissaient le territoire. Vous aviez un bébé avec vous et vous avez réussi à vous en sortir tous les deux. Il le fallait. Non, Sam, vous avez choisi de le faire. C'est différent. Le docteur versa 2 verres de whisky et en tendit un à Sam. Vous venez de prouver quelque chose à moi, à tous ceux qui comptent. Vous avez prouvé quel genre de père vous êtes. Le docteur Carson se dirigea vers la fenêtre et regarda la tempête qui commençait enfin à s'apaiser. En 1870, je n'ai pas pu sauver Elizabeth. J'ai essayé tout ce que je savais, mais parfois, la médecine ne suffit pas. J'ai porté cet échec pendant 15 ans. Mais ce soir, j'ai sauvé ta fille. Et Sam, c'est ce qu'elle est. Pas le bébé abandonné, pas la pupille dont tu t'occupes. Ta fille. Ce mot s'abattit sur Sam comme une bénédiction. Sa fille Grace Rose Mitchell. Ils vont essayer de me l'enlever. Sam, dit Eleanor Hartford, la loi. Alors tu te battras. Montre-leur ce que tu m'as montré ce soir, que tu mourrais plutôt que de la laisser souffrir. Doc a rempli le verre de Sam, mais d'abord guéri. Tous les deux. La tempête se calme. Vous resterez ici quelques jours jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour voyager. 3 jours plus tard, Sam est rentré chez lui avec Grace dans ses bras. La tempête était passée, laissant le monde transformé. La neige scintillait sous un soleil éclatant. Le ciel était d'un bleu incroyable. Et Sam avait perdu 2 orteils du pied gauche, amputé par pied gauche. Amputé par Doc Carson lorsque les dégâts causés par les gelures sont apparus. Cette perte n'avait pas d'importance.
Il pouvait marcher, même s'il boitait. Maintenant, il était en vie. Grace était en vie. C'était tout ce qui comptait. Mais l'histoire de sa chevauchée nocturne s'était répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre. Les gens parlaient de l'ermite Mitchell qui avait bravé une tempête meurtrière pour sauver un bébé qui n'était même pas le sien. Certains trouvaient cela stupide, d'autres héroïque. Mais tout le monde était d'accord sur une chose. Samuel Mitchell aimait cet enfant. Martha lui rendit visite le lendemain de son retour, lui apportant de la nourriture et des nouvelles. Eleanor Hartford a entendu parler de votre chevauchée. Elle dit à tout le monde que cela prouve que vous êtes imprudent et incapable de vous occuper d'un nourrisson. Bien sûr, c'est ce qu'elle dit, mais d'autres ont un avis différent. Les Johnson ont dit au révérend Hutchins qu'aucun père ne pouvait aimer plus que vous. Même le révérend est en train de reconsidérer sa position. Martha posa une marmite de ragoût sur la table. Sam, la ville change lentement, mais elle change. Ce soir-là, le shérif Wade se rendit chez Sam. Il s'assit à table, accepta un café et parla avec précaution. Sam, j'ai quelque chose à vous dire. L'avocat d'Eleanor Hartford a déposé une demande officielle de garde. Le juge Mercer entendra l'affaire le 15 mars. C'est dans 3 semaines. Je sais que tu auras besoin d'un avocat. Il n'y en a qu'un à Birch Creek, Bill Murphy, et il a peu d'expérience dans ce genre d'affaires. Il fera l'affaire. Wade boit une gorgée de café, observant le visage de Sam. Tu vas vraiment te battre. Hartford a de l'argent, une position sociale, un mari. Tu es un éleveur célibataire qui arrive à peine à joindre les deux bouts. Sur le papier, tu n'as aucune chance. Sur le papier, j'étais déjà mort depuis 15 ans. Mais je suis toujours là. Sam baissa les yeux vers Grace qui dormait dans son berceau. Elle m'a sauvé, Jacob. Je ne laisserai personne me l'enlever. Après le départ de Wade, Sam trouva un autre mot glissé sous la porte. Il commençait à reconnaître l'écriture. Féminine et cultivée. Son mystérieux ami, M. Mitchell, l'écharpe qui enveloppait le bébé. Demandez à Mme Chen, à la blanchisserie, si une jeune femme a séjourné à la pension à la mi-décembre. Une femme qui portait une écharpe bleue tricotée. Demandez-lui si elle connaît Sarah. C'est la clé de tout. La vérité est plus proche que vous ne le pensez. Sam tenait le mot, l'esprit dans l'ébullition. Sarah, l'initiale sur la bague. L'écharpe bleue. Des pièces d'un puzzle, mais toujours pas claires. Le lendemain matin, Sam émitoufla Grace et se rendit en ville malgré son pied blessé. Il se rendit directement à la blanchisserie de Chen. Madame Chen était une petite femme aux yeux perçants et aux mains douces. Elle était arrivée de Chine il y a 30 ans, avait suivi son mari dans les champs aurifères, puis s'était mise à travailler dans une blanchisserie lorsque l'or s'était épuisé. Elle connaissait les affaires de tout le monde, car tout le monde lui apportait son linge sale. « Monsieur Mitchell, dit-elle surprise, comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'informations sur une femme qui aurait séjourné à la pension en décembre. Jeune, peut-être dans la vingtaine. Elle portait peut-être une écharpe bleue tricotée. L'expression de Mme Chen changea, elle devint prudente. Pourquoi cette question? Parce que je pense qu'elle a peut-être laissé quelque chose chez moi. Madame Chen l'observa longuement, puis jeta un coup d'œil à Grace. Elle comprit soudain. Ah oui, je me souviens d'elle. Elle avait l'air très effrayée. Elle était peut-être enceinte de 8 mois. Elle laisse rester 3 nuits à la mi-décembre. Vous vous souvenez de son nom? Elle s'est inscrite sous le nom de Sarah Hatch, originaire d'Helena, mais elle était très discrète. Elle ne laissait personne la voir clairement. Elle restait la plupart du temps dans sa chambre. À quoi ressemblait-elle? Jeune, jolie, les cheveux foncés. Et oui, elle portait une écharpe bleue, tricotée à la main. Un très beau travail. Je l'ai remarqué parce que ma propre fille est tricotée. La voix de Mme Chen s'adoucit. Monsieur Mitchell, cette fille était terrifiée. Je ne sais pas par quoi, mais elle avait l'air de fuir quelque chose de terrible. Sam la remercia et partit, l'esprit en ébullition. Sarah H. de Helena, enceinte en décembre, et Eleanor Hartford, également de Helena, qui s'était présentée quelques semaines plus tard pour adopter un enfant. La coïncidence était trop grande. Cet après-midi-là, Sam se rendit chez le docteur Carson et lui posa la question qui lui trottait dans la tête depuis la révélation de Mme Chen. Docteur, en décembre, une femme enceinte est-elle venue vous consulter? Quelqu'un qui vous a demandé comment accoucher en toute sécurité? Le docteur prit un air renfermé. Sam, secret médical, je ne vous demande pas de la trahir. Je vous demande si elle existe.
Un long silence. Puis le docteur soupira. Une jeune femme est venue me voir début décembre. Elle m'a posé des questions sur l'accouchement, sur la façon de le faire en toute sécurité sans aller à l'hôpital d'Helena. Je lui ai dit qu'elle avait besoin de soins médicaux appropriés. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'hôpital, qu'elle ne pouvait le dire à personne. A-t-elle dit pourquoi? Elle a dit que sa famille ne lui pardonnerait jamais, qu'il préférerait qu'elle et le bébé soient morts plutôt que de faire honte à leur nom. La voix du docteur était grave. J'ai essayé de la convaincre du contraire, mais elle était catégorique. Elle m'a demandé si je connaissais des hommes bien qui pourraient vouloir un enfant, des hommes qui aimeraient un bébé inconditionnellement. Sam a retenu son souffle. Et tu lui as parlé de moi. Je lui ai parlé d'un homme qui avait perdu sa famille il y a 15 ans. Un homme bon, honorable, qui vivait seul et qui avait de la place dans son cœur s'il se permettait de l'utiliser. Doc l'a regardé dans les yeux. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle abandonnerait le bébé de cette manière. Mais oui, Sam, je pense que je suis en partie responsable de la présence de Grace dans ta grange ce matin de Noël. T'a-t-elle dit son nom complet? Sarah. Elle n'a dit que Sarah, mais Doc a hésité. J'ai vu sa bague en argent avec une inscription, Esh et une date. 1883. Oui, comment le sais-tu? Parce qu'elle l'a laissé avec grâce. Sam se leva, l'esprit envahi par les implications. Doc, si le nom de famille de Sarah commence par H et qu'Eleanor Hartford est originaire de Helena et qu'elle est arrivée si vite après que Grace ait été abandonnée. Tu penses qu'il y a un lien? Je pense qu'Eleanor sait exactement qui est Grace. Et je pense qu'elle ment à ce sujet depuis le début. Sam rentra chez lui au crépuscule, l'esprit plein de questions. Mais avant qu'il n'ait pu commencer à y répondre, il trouva le shérif Wade qui l'attendait sous son porche. « Sam, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tout d'abord, cet homme que vous avez vu au magasin général en janvier, celui qui portait un manteau noir et qui vous observait, c'était un détective privé engagé par Eleanor Hartford, venu de Denver. Elle l'avait chargé de recueillir des informations sur vous, sur le bébé, sur tout. Ce n'était pas illégal, mais cela explique pourquoi vous vous sentiez observé. » Wade fit une pause. « Maintenant, passons à quelque chose de plus important. J'ai mené ma propre enquête. Sarah Hartford, la nièce d'Eleanor Hartford, fille du frère cadet décédé d'Eleanor. Âgée de 25 ans, célibataire, elle a disparu d'Helena en novembre dernier. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une terrible clarté. Grace est la petite nièce d'Eleanor. Il semblerait que oui. Et Eleanor recherche Sarah depuis sa disparition. Elle a fait appel à des détectives privés, mais Sarah a bien effacé ses traces. Et Eleanor sait-elle que Grace fait partie de sa famille? Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais Sam, cela complique les choses. Si Eleanor peut prouver leur lien de parenté, la loi pourrait lui être encore plus favorable. Après le départ de Wade, Sam resta assis, serrant Grace dans ses bras, essayant de comprendre tout cela. Ce bébé qu'il avait trouvé, qu'il avait appris à aimer, qu'il avait passé des jours à protéger, faisait partie d'une famille. Elle avait une grand-mère qui voulait établir un lien de sang, ce qui avait peut-être plus d'importance que son amour. Mais alors Grace le regarda avec ses yeux bleus, enroula sa petite main autour de son doigt, et tout cela n'avait plus d'importance. Elle était sienne, non pas par le sang, mais par choix, par amour, par chaque moment d'attention, de crainte et d'espoir. « Ils ne peuvent pas t'avoir, murmura-t-il. Je me fiche du sang, de la loi ou de l'argent. Tu es à moi et je suis à toi. Et c'est la seule vérité qui compte. » Dehors, le vent de mars faisait vibrer les fenêtres, apportant la promesse du printemps et la certitude de la bataille à venir. Dans 3 semaines, un juge déciderait du sort de Grace, et Samuel Mitchell, qui avait passé 15 ans à se cacher de la vie, devrait se lever et se battre pour la seule chose qui lui avait redonné envie de vivre. Mars arriva avec de fausses promesses de printemps. La neige fondait pendant la journée, révélant une terre brune et de l'herbe morte, puis gelait à nouveau la nuit en une glace traîtresse. Sam passa les 2 semaines précédant l'audience dans un état de préparation contrôlée, comme un soldat se préparant à une bataille qu'il savait perdue d'avance. Son avocat, William Murphy, avait 45 ans, les cheveux clairsemés et le regard honnête. Il avait déjà traité des litiges fonciers et des différends contractuels, et même un procès pour meurtre, mais jamais une affaire de garde d'enfants. Pourtant, il était tout ce que Sam avait, et Murphy aborda la tâche avec une détermination sincère. Ils se rencontrèrent dans le bureau exigu de Murphy,
au-dessus du magasin général. Grace dormait dans les bras de Sam tandis que les avocats s'étalaient des papiers sur son bureau. Voici notre problème, dit Murphy sans préambule. La loi territoriale du Montana favorise les couples mariés dans les affaires d'adoption. Madame Hartford a des ressources financières, une position sociale et un mari. Vous avez un ranch en faillite et la réputation d'être un ermite. Le ranch n'est pas en faillite. Non, mais vous n'avez pas vendu de bétail depuis 6 mois. Vous n'êtes pas allé au marché. La ville sait que vous vivez isolé. Ils utiliseront cela contre vous. Murphy se frotta les yeux fatigués. Nous devons prouver que vous êtes un parent apte. Cela signifie qu'il nous faut des témoins. Des personnes qui peuvent témoigner de votre caractère et de vos capacités. J'ai des personnes. Bien. Nous aurons besoin de toutes. Murphy prit un autre document. La requête d'Eleanor Hartford. Son avocat est Robert Thornton de Denver. Il a gagné 47 affaires de garde sur 50. Il est bon, Sam. Très bon. Il fera valoir qu'une fille a besoin d'une mère, que vous ne pouvez pas lui apporter une éducation féminine, que Grace mérite mieux que ce qu'un éleveur célibataire peut lui offrir. Que dois-je répondre? La vérité, que vous l'aimez, que vous l'avez maintenue en vie et en bonne santé, que l'amour compte plus que l'argent. Murphy le regarda dans les yeux. Mais Sam, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Peux-tu vraiment le faire? Peux-tu apprendre à une fille à devenir une femme? Peux-tu lui donner ce dont elle aura besoin en grandissant? Sam baissa les yeux vers Grace, âgée maintenant de 3 mois, qui le regardait de ses yeux intelligents. Je peux apprendre et je peux l'aimer. Cela doit compter pour quelque chose. Dans un monde juste, cela compterait pour tout. Mais la loi n'est pas toujours juste. C'est juste la loi. Le shérif Wade est venu à la cabane quelques jours avant l'audience avec les informations que Sam avait demandées. Le shérif semblait mal à l'aise, comme un homme porteur de mauvaises nouvelles qu'il aurait préféré éviter. J'ai parlé à des gens à Helena, je leur ai posé des questions sur Sarah Hartford. Wade a accepté un café et s'est assis lourdement. C'était la nièce préférée d'Eleanor. Son père, le frère d'Eleanor, est mort quand Sarah avait 10 ans. C'est Eleanor qui l'a élevée, qui a payé ses études et qui l'a introduite dans la société. Que s'était-il passé l'été dernier? Sarah avait eu une relation avec un homme marié. Thomas Blackwell possédait la moitié des chemins de fer du Montana. Lorsque Sarah était tombée enceinte, Blackwell avait tout nié. Sa femme avait des liens avec le gouverneur du territoire. Cela aurait été un scandale. W.D. remua lentement son café. Eleanor avait essayé de convaincre Sarah de régler l'affaire discrètement, d'aller à San Francisco et de faire adopter le bébé là-bas, où personne ne le connaîtrait. Mais Sarah a refusé. Alors elle s'est enfuie, a disparu en novembre, laissant un mot pour dire qu'elle était désolée. Eleanor était dévastée, elle a fait appel à des détectives pour la rechercher partout. Sam sentait que les pièces du puzzle s'assemblaient, puis un bébé a été abandonné à Noël et Eleanor est arrivée 2 semaines plus tard. Le problème, Sam, c'est que je ne pense pas qu'Eleanor savait au départ que c'était le bébé de Sarah. L'écharpe bleue l'a rendue méfiante, mais elle ne pouvait en être certaine. C'est pourquoi elle a déposé la demande d'adoption en tant qu'étrangère, souhaitant avoir un enfant. Wade se pencha en avant, mais maintenant elle sait. Elle a vu la bague, elle l'a reconnue. C'était la bague de la grand-mère de Sarah, offerte à Sarah pour son 18e anniversaire. Alors, que se passe-t-il maintenant? Eleanor a désormais 2 revendications. En tant que parent adoptif potentiel et en tant que proche parent de la mère biologique. Cette deuxième revendication est très forte. Sam, les liens du sang comptent devant la loi. Après le départ de Wade, Sam marcha jusqu'à la colline où Elizabeth et son fils étaient enterrés. Le sol était encore gelé, mais les premières fleurs sauvages tentaient de percer. Des touches de couleur obstinées sur la terre brune. Il s'assit près des tombes et parla au silence. « Elizabeth, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais même pas si je crois que tu m'écoutes. Mais j'ai besoin de dire cela à quelqu'un. » Il serra son manteau contre lui pour se protéger du vent. « J'ai trouvé une petite fille, ou plutôt, c'est elle qui m'a trouvé, et je l'aime comme je t'aimais, comme j'aimais notre fils. Je sais que tu me dirais de me battre pour elle. Tu as toujours été plus courageuse que moi. » Le vent se leva, faisant claquer les branches nues des arbres. Sam resta assis jusqu'à ce que le froid le pousse à redescendre la colline, à retourner à la cabane où Grace l'attendait,
à retourner à la vie qu'il avait si peur de perdre. La veille de l'audience, le vieux Tom arriva à la cabane de Sam après la tombée de la nuit. Le vieux soldat se déplaçait lentement, ses 75 ans se voyant dans la manière prudente dont il gravissait les marches du porche. Mais ses yeux étaient clairs et vifs comme toujours. Ils s'assirent près du feu, Grace endormie dans son berceau, et le vieux Tom remplit sa pipe avec un soin minutieux. Ce rituel était apaisant, familier. Après plusieurs minutes de silence, il prit la parole. Gettysburg, 2 juillet 1863. Nous défendions Little Round Top contre les Texans de Hood. Ils continuaient d'avancer, vague après vague, et nous continuions de tirer. J'ai vu un garçon, qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, recevoir une balle dans la poitrine. Il s'est effondré en appelant sa mère, et j'ai continué à tirer. Le vieux Tom tira une bouffée sur sa pipe. C'est ce que la guerre t'apprend, que tu peux faire des choses terribles et rester un homme bon. Que survivre signifie parfois ignorer tout sauf la seconde qui suit. Sam attendit, sachant que le vieil homme allait en venir au fait. Demain, tu vas entrer dans un autre genre de guerre. Pas une guerre avec des balles, mais avec des mots, pas avec du sang, mais avec la loi. Mais c'est toujours une guerre, Sam, et tu dois te souvenir de ce qui compte. Ce n'est pas de gagner selon leurs règles, mais de leur faire voir la vérité selon les tiennes. Et si la vérité ne suffit pas, alors tu perdras en sachant que tu t'es battu pour quelque chose qui comptait. C'est plus que ce que la plupart des hommes font. Le vieux Tom se leva et posa sa main noueuse sur l'épaule de Sam. Ce bébé t'aime. Je le vois dans la façon dont elle te regarde, dont elle se calme quand tu la prends dans tes bras. Un amour comme celui-là ne vient pas du sang. Il vient du fait d'être présent chaque jour et de choisir de s'occuper d'elle. Tu l'as fait. Ne laisse personne te dire que cela ne compte pas. Après le départ du vieux Tom, Sam serra Grace dans ses bras et essaya d'imaginer un avenir sans elle. La cabane redevenue vide, le silence revenu, sa vie rétrécie à cette existence grise qu'il connaissait depuis 15 ans. Cette pensée était insupportable. Quoi qu'il arrive demain, murmura-t-il à son visage endormi, je veux que tu saches que tu m'as sauvé. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau. Et peu importe ce que dira le juge, tu seras toujours ma fille. Le 15 mars se leva, froid et clair. Sam enfila son seul costume en bon état, celui en laine noire qu'il avait porté aux funérailles d'Elizabeth 16 ans plus tôt. Il lui allait toujours, même si les épaules étaient désormais plus étroites après des années de travail au ranch. Il se coiffa, se rasa soigneusement et cira ses bottes. S'il devait perdre, il perdrait en gardant sa dignité. Grace portait une robe blanche que Martha avait cousue spécialement pour l'occasion, avec de minuscules roses brodées le long du col. À 3 mois et demi, elle était alerte et curieuse, ses yeux suivant tout avec intérêt. Elle sourit lorsque Sam la prit dans ses bras, ce sourire de bébé édenté qui lui serra le cœur. La mairie sentait le vieux bois et l'huile de lampe. La boue de mars collait aux bottes des gens qui entraient. La ville entière, semblait-il, était venue assister à l'événement. Sam se tenait à l'arrière, Grace dans ses bras, et regardait la salle se remplir. Des visages familiers, certains compatissants, d'autres critiques, tous curieux de savoir comment cela allait se terminer. Le juge Jonathan Mercer arriva à 9 heures précises. Âgé de 62 ans, il avait des cheveux gris acier et un visage sculpté dans le granit. Il était juge territorial depuis 20 ans, traitant toutes sortes d'affaires, des litiges fonciers au procès pour meurtre. Il se déplaçait avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. L'audience est ouverte. Nous sommes ici pour déterminer la garde d'une petite fille actuellement confiée à Samuel Mitchell, suite à une demande d'adoption déposée par Eleanor et William Hartford. La voix de Mercer était empreinte d'autorité. Il ne s'agit pas d'une procédure pénale, mais c'est une affaire sérieuse. L'avenir d'un enfant est en jeu. Robert Thornton, l'avocat d'Eleanor, se leva le premier. Il était tout ce que Bill Murphy n'était pas. Un costume coûteux de Denver, une attitude confiante, l'héritier d'un homme qui gagnait toujours. Il s'adressa à la cour avec une aisance acquise par l'expérience. Votre honneur, cette affaire est simple. Nous avons un nourrisson abandonné qui mérite la meilleure vie possible. Madame et Monsieur Hartford peuvent lui offrir cette vie. Ils ont des moyens importants, un foyer convenable, et surtout, ils peuvent offrir à cet enfant ce que Monsieur Mitchell ne peut pas lui offrir. Une mère et un père, comme la nature et Dieu l'ont voulu. Thornton appela Eleanor à témoigner en premier. Elle portait une robe en soie bleu foncé,
Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle avait tout d'une matrone respectable de la haute société. Elle prit place à la barre avec sang-froid et s'exprima d'une voix claire et posée. Votre honneur, mon mari et moi sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons longtemps désiré avoir des enfants, mais nous n'avons pas pu en avoir. Quand j'ai entendu parler de ce bébé abandonné, j'ai su que c'était la Providence qui nous offrait une seconde chance. Sa voix tremblait d'émotion. Je peux tout donner à cet enfant. Une éducation dans les meilleures écoles, la musique, les langues, la culture, une maison avec des domestiques pour s'occuper d'elle, et surtout l'amour d'une mère et les conseils d'un père. Et pourquoi pensez-vous que M. Mitchell n'est pas apte à l'élever? Demanda Thornton. Je ne pense pas que ce soit un mauvais homme, mais c'est un célibataire qui vit seul dans une cabane isolée. Comment pourrait-il apprendre à une fille à devenir une dame? Comment la préparera-t-il à la société, au mariage, à la vie de femme? L'amour ne suffit pas. Un enfant a besoin d'une éducation appropriée. Thornton présenta à Eleanor un plan détaillé pour l'éducation de Grace. Des tuteurs privés, des cours de piano, du français et du latin, des débuts dans la société d'Elena à l'âge de 18 ans. C'était impressionnant et complet, et cela rendait l'offre simple de Sam pathétique en comparaison. Puis Thornton s'en est pris à Sam. Il a appelé des témoins qui ont attesté des 15 années d'isolement de Sam. Wesh, Gustamani Sam, de sa rare fréquentation de l'Église, de sa participation minimale à la vie communautaire, de l'ermite Mitchell qui ne parlait presque à personne. Monsieur Mitchell, a dit Thornton lorsque Sam a pris la parole, quelle est votre expérience avec les enfants? Aucune avant Grace. Avez-vous déjà été marié? Oui. Ma femme est décédée il y a 16 ans. Et vous vivez seul depuis, n'est-ce pas? Pas de relations, pas de liens sociaux. Je suis resté seul pendant 15 ans. Certains diront que ce n'est pas le comportement d'un homme stable. Thornton fit une pause, laissant planer l'insinuation. Monsieur Mitchell, mon client dispose de ressources que vous ne pourrez jamais égaler. Pourquoi cet enfant ne devrait-elle pas aller dans un foyer où elle pourra tout avoir plutôt que de survivre dans un ranch en faillite? Sam serra les mâchoires. Mon ranch n'est pas en faillite. Et Grace n'a pas besoin de tout. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de quelqu'un qui sera là à 3 heures du matin quand elle pleure. Quelqu'un qui la protégera, la réchauffera et lui donnera le sentiment d'être aimée. Je peux lui offrir tout cela. Mais pouvez-vous lui apprendre à devenir une dame? Je peux lui apprendre à être une bonne personne, à être forte, honnête et gentille. N'est-ce pas plus important? Thornton sourit, le sourire d'un avocat qui a fait valoir son point de vue. Votre honneur, M. Mitchell, est admirable dans son dévouement. Mais le dévouement ne suffit pas. Cet enfant mérite plus que ce qu'un éleveur célibataire peut lui offrir. La défense de Bill Murphy était moins raffinée, mais plus sincère. Il appela Martha Brennan en premier. Martha portait ses plus beaux habits du dimanche et parlait avec l'autorité tranquille d'une femme qui avait élevé 5 enfants et en avait enterré 2. Votre honneur, je me suis rendu chez Sam tous les dimanches depuis début janvier. Je l'ai vu apprendre à s'occuper de ce bébé et je peux vous dire sans hésitation qu'il est un meilleur père que beaucoup d'autres que j'ai connus. Pouvez-vous développer? Demanda Murphy. Sam était terrifié au début. Il ne savait pas comment la tenir correctement, comment la nourrir, mais il a appris. Il restait éveillé toute la nuit quand elle pleurait. Il a changé ses couches, réchauffé son lait et l'a promenée dans la pièce jusqu'à ce qu'elle se calme. C'est ce que font les parents. Ils ne se contentent pas de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils sont là quand les choses sont difficiles. Madame Brennan, Brennan, vous avez perdu votre propre fille lors de l'accouchement, n'est-ce que bon? Oui. Elle a laissé 3 enfants derrière elle. Je les ai élevés, même s'ils n'étaient pas les miens. Je sais donc ce que c'est que d'aimer des enfants qui vous sont confiés de manière inattendue. La voix de Martha s'est renforcée. Ce n'est pas le sang qui fait un parent. C'est de l'amour. C'est le choix. Sam choisit ce bébé chaque jour. Le Dr. Carson a ensuite témoigné, décrivant le trajet de Sam à minuit dans la tempête de neige. 3 hommes sont morts dans cette tempête, des hommes adultes qui connaissaient le territoire. Sam avait un bébé avec lui et a réussi à la garder en vie pendant 13 kilomètres dans les pires conditions météorologiques que j'ai vues en 40 ans. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est un père qui fait tout ce qu'il faut. Dr. Carson, selon votre avis professionnel, Grace est-elle bien soignée? Elle se développe bien, prend du poids normalement.
ne présente aucun signe de négligence ou de soins inadéquats. En fait, M. Mitchell s'en sort mieux que beaucoup de foyers biparentaux que j'ai vus. Le shérif Wade a témoigné de la coopération de Sam avec l'enquête, de sa volonté d'accepter de l'aide, de sa réintégration progressive dans la vie communautaire. Le Sam Mitchell qui a trouvé ce bébé en décembre n'est pas le même homme qui est assis ici aujourd'hui. Ce bébé l'a changé, l'a ouvert, l'a fait réintégrer le monde des vivants. Puis le vieux Tom a pris la parole. La présence de ce vieux soldat imposait immédiatement le respect. Il avait combattu à Gettysburg et à Antietam, avait enterré des amis et portait des cicatrices. Quand il parlait, les gens écoutaient. Je connais Sam Mitchell depuis 20 ans. C'est l'homme le plus honorable que j'ai jamais rencontré. Lorsque sa femme et son fils sont morts, cela a brisé quelque chose en lui. Mais il n'est pas devenu amer ou cruel. Il est simplement devenu silencieux, renfermé sur lui-même. Le regard du vieux Tom a balayé la salle d'audience. Ce bébé l'a ramené à la vie. Lui a donné un but. J'ai vu beaucoup de pères dans ma vie, bons et mauvais. Sam Mitchell était l'un des bons. Même s'il est célibataire, a interrompu Thornton lors du contre-interrogatoire. Même s'il ne peut pas offrir l'influence d'une mère. Ma fille Martha a élevé seule 3 enfants après la mort de son mari. Personne ne s'est demandé s'ils auraient été mieux dans un orphelinat. Pourquoi un veuf est-il acceptable, mais un célibataire suspect? La voix de Old Tom était tranchante comme de l'acier. Sam peut obtenir de l'aide pour les aspects féminins. Il a Martha. Il a la communauté. Ce qu'il a et que l'argent ne peut acheter, c'est l'amour. Un amour pur et inconditionnel. Finalement, Murphy appela Sam à la barre. Sam se dirigea vers le banc des témoins avec Grace dans ses bras. Le juge Mercer fronça les sourcils. Monsieur Mitchell, il est inhabituel de tenir un enfant dans ses bras pendant un témoignage. Et elle est nerveuse avec les étrangers, votre honneur, et elle fait partie de cette affaire. Bon, elle doit être ici. Mercer acquiesça lentement. Continuez. Murphy posa des questions simples. Sam, pourquoi voulez-vous garder Grace? Parce qu'elle est à moi, pas par le sang, mais par chaque instant que j'ai passé à m'occuper d'elle, par chaque nuit où j'ai arpenté la pièce, par chaque peur que j'ai affrontée et chaque joie que j'ai ressentie en la voyant grandir. La voix de Sam était calme. Je sais que je ne peux pas lui offrir des écoles prestigieuses ou des soirées mondaines, mais je peux lui offrir un foyer où elle est aimée, où elle est désirée, où elle compte plus que tout au monde. Si le tribunal se prononce contre vous, que ferez-vous? Sam resta silencieux pendant un long moment, regardant Grace. Je respecterai la décision, car ce qui importe, ce n'est pas que je puisse la garder. Ce qui importe, c'est qu'elle soit aimée où qu'elle soit. Mais je crois de tout mon cœur qu'elle a sa place auprès de moi, car j'étais mort à l'intérieur pendant 15 ans et elle m'a ramené à la vie. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Le contre-interrogatoire de Thornton fut brutal. Il remit en question les revenus de Sam, son isolement social, sa capacité à répondre aux besoins d'une fille en pleine croissance. Mais Sam a répondu à chaque question honnêtement, sans jamais vaciller, sans jamais s'excuser pour ce qu'il était. Monsieur Mitchell, vous avez perdu votre femme et votre enfant il y a 16 ans. Comment savoir si vous ne vous effondrerez pas à nouveau si quelque chose arrive à ce bébé? Parce que j'ai appris quelque chose en les perdant. J'ai appris que l'amour vaut le risque de la perte, que se cacher de la douleur signifie se cacher de la vie. Sam a croisé le regard de Thornton. Je ne m'effondrerai pas parce que Grace a besoin que je reste fort. Le témoignage s'est terminé vers 16 heures. Le juge Mercer a demandé une suspension d'audience jusqu'au lendemain matin afin de réfléchir à sa décision. Sam a quitté le tribunal avec Grace, se sentant épuisé et incertain. La ville l'a regardé marcher vers son chariot, le visage impassible. Cette nuit-là, Sam n'a pas pu dormir. Il s'est assis dans le fauteuil à bascule avec Grace, regardant les reflets du feu danser sur les murs de la cabane. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il était devenu au cours de ces 3 mois et demi était en jeu. Demain midi, il serait soit père, soit à nouveau seul. Quoi qu'il arrive, murmura-t-il à Grace, sache que tu as été aimé. Sache que tu as compté. Sache que tu as tout changé. Le deuxième jour de l'audience commença à 9 heures pile. La salle d'audience était encore plus bondée qu'auparavant. Les gens se tenaient debout le long des murs. Le juge Mercer entra, le visage impassible. Avant de rendre ma décision, Madame Hartford souhaite s'adresser à la cour. Madame Hartford.
Eleanor se leva et Sam vit immédiatement que quelque chose avait changé. Son sang-froid avait volé en éclats. Elle avait les yeux rougis par les larmes. Elle ressemblait à une femme qui avait passé la nuit à lutter contre son âme. Votre honneur, avant que vous ne rendiez votre décision, j'ai quelque chose à dire. Je dois dire la vérité. Thornton se leva immédiatement. Votre honneur, ceci est tout à fait irrégulier. Asseyez-vous, maître. La voix de Mercer était tranchante. Madame Hartford, continuez. Eleanor prit une inspiration tremblante. Je n'ai pas été honnête avec cette cour. Je sais qui est Grace. C'est ma petite nièce, la fille de ma nièce, Sarah. La salle d'audience explosa. Mercer frappa son marteau pour rétablir l'ordre. Sam sentit le monde basculer. Et Eleanor continua, la voix brisée. Sarah est venue me voir l'été dernier lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Le père était marié, indisponible. Je lui ai dit de partir, de régler cela discrètement. Je craignais le scandale pour le nom de notre famille. Je l'ai chassée alors qu'elle avait le plus besoin de moi. Des larmes coulèrent sur le visage d'Eleanor. Sarah a disparu en novembre. J'ai engagé des détectives, j'ai cherché partout. Quand j'ai entendu parler d'un bébé abandonné à Noël, j'ai soupçonné l'écharpe bleue que j'avais tricotée pour Sarah, la bague que je lui avais offerte, mais je n'étais pas certaine avant de les voir. Pourquoi avez-vous demandé l'adoption sans révéler cette relation? Demanda Mercer. Parce que j'avais honte. Honte de la façon dont j'avais traité Sarah. Honte d'avoir fait passer ma réputation avant l'amour. Je pensais que si je pouvais élever Grace, je pourrais me racheter, prouver que j'étais meilleur que mon pire moment. Eleanor regarda Sam, mais je me trompais. Elle se dirigea vers la table de Sam, d'un pas chancelant. Monsieur Mitchell, je vous ai observé ce dernier mois. J'ai vu à quel point vous vous occupiez de Grace. Et hier, en écoutant les témoignages, j'ai compris quelque chose. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Vous l'avez aimée sans condition, sans vous soucier de ce que les gens pourraient me penser. Vous l'avez simplement aimée. Madame Hartford, Thornton a tenté de l'interrompre, mais Eleanor lui a fait signe de se taire. Quand Sarah avait besoin de moi, je l'ai laissé tomber. J'ai choisi la fierté plutôt que l'amour. Mais vous, Monsieur Mitchell, vous avez choisi l'amour plutôt que tout le reste. Vous avez risqué votre vie dans une tempête de neige. Vous avez renoncé à votre isolement. Vous êtes devenu un père. La voix d'Eleanor s'est complètement brisée. Je ne peux pas vous retirer Grace. Ce serait cruel. Ce serait vous faire subir ce que j'ai fait à Sarah en faisant passer mes désirs avant ce qui est juste. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Eleanor fouilla dans son sac et en sortit un document plié. Je retire ma demande d'adoption, votre honneur. Grace doit rester avec M. Mitchell. Thornton était furieux. Madame Hartford, nous avons passé des mois sur cette affaire. Alors nous avons perdu notre temps. J'en ai assez de me battre pour quelque chose que je ne mérite pas. Eleanor se tourna vers Sam. Miss Mitchell, j'ai une seule demande. Laissez-moi faire partie de la vie de Grace. Laissez-moi lui parler de sa mère un jour. Laissez-moi essayer d'être le membre de la famille que j'aurais dû être depuis le début. Sam se leva lentement, Grace dans ses bras. Il regarda Eleanor, voyant au-delà de la richesse et des apparences mondaines, la femme en deuil qui se cachait derrière. Elle devrait savoir d'où elle vient. Elle devrait savoir pour Sarah. Vous pouvez lui rendre visite. Vous pouvez être tante Eleanor si vous le souhaitez. Eleanor acquiesça, les larmes coulant librement. Merci. Vous êtes une meilleure personne que moi. Le juge Mercer observa l'échange avec une sorte d'émerveillement. Puis il s'éclaircit la gorge. Compte tenu du retrait de Madame Hartford et des témoignages que j'ai entendus, je suis prêt à rendre ma décision. Cependant, je voudrais d'abord dire quelque chose. Il regarda Sam droit dans les yeux. Monsieur Mitchell, la loi s'intéresse à ce qui est légal, pas toujours à ce qui est juste. Légalement, vous n'aviez aucun droit sur cet enfant. Vous l'avez trouvée, vous vous êtes occupé d'elle, mais vous n'aviez aucun statut légal. Madame Hartford, avec ses moyens et son statut marital, aurait normalement la priorité. Le cœur de Sam se serra, mais Mercer poursuivit. Cependant, la loi se préoccupe également de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et après avoir entendu 2 jours de témoignages, vu cet enfant dans vos bras, observé comment elle réagit à votre égard, je pense que son intérêt supérieur est clair. L'expression sévère de Mercer s'adoucit légèrement. Vous avez prouvé que vous étiez un père compétent et dévoué. Plus encore, vous avez prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang.
C'est un choix. C'est le fait d'être présent. C'est l'amour rendu tangible par l'action. Il leva son marteau. Par conséquent, j'accorde à Samuel Mitchell la garde légale complète de l'enfant mineur connu sous le nom de Grace Rose Mitchell, avec tous les droits et responsabilités qui en découlent. Madame Eleanor Hartford se voit accorder un droit de visite en tant que membre de la famille. Les conditions seront convenues à titre privé entre les parties. L'audience est close. Le marteau retomba. La salle d'audience explosa de bruit. Sam resta figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle était à lui, légalement, officiellement, définitivement à lui. Martha le rejoignit la première, le serrant dans ses bras avec Grace. « Tu as réussi, Sam. Tu as réussi, J.I. » Le vieux Tom lui tapota l'épaule. « Je t'avais dit que la vérité l'emporterait. » Le docteur Carson lui serra la main, les larmes aux yeux. « Félicitations, père. » Eleanor s'approcha lentement, avec hésitation. « Monsieur Mitchell, merci pour votre gentillesse. Et s'il vous plaît, si vous avez des nouvelles de Sarah, dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que Grace est en sécurité et aimée. Si j'ai de ses nouvelles, je le ferai. » Sam sortit du tribunal sous le soleil de mars, Grace dans les bras, son avenir assuré. Les gens le félicitèrent, lui serrèrent la main, lui souhaitèrent la bienvenue dans la communauté qu'il avait évitée pendant 15 ans. Et Sam, qui avait passé tant de temps seul, ressentit le réconfort d'appartenir à quelque chose. 6 mois plus tard, septembre peignait le paysage du Montana, en or et en bronze. La cabane de Sam avait changé. Une nouvelle pièce avait été ajoutée pour Grace, peinte en jaune pâle. De vrais meubles remplaçaient les solutions improvisées. Des rideaux ornaient les fenêtres, les signes d'une maison, pas seulement d'un abri. Grace avait 9 mois, et elle rampait partout, se hissant sur les meubles. Elle avait la détermination de Sam et ce qu'il imaginait être la curiosité de Sarah. Elle babillait sans cesse, des sons qui n'étaient pas tout à fait des mots, mais qui s'en rapprochaient chaque jour davantage. Eleanor venait chaque mois, apportant des cadeaux et des histoires sur Sarah. Grâce à elle, Sam en apprit davantage sur la mère de Grace, une jeune femme qui aimait les livres et la musique, qui avait été gentille avec tout le monde, qui avait commis une erreur et l'avait payée par l'exil. « J'ai reçu une lettre de Sarah », dit Eleanor un après-midi de septembre. Elles étaient assises sous le porche, tandis que Grace jouait avec des blocs de bois sculptés par le vieux Tom. Elle est à San Francisco, où elle travaille dans une boutique de vêtements. Elle a demandé des nouvelles de Grace. Que lui as-tu répondu? La vérité. Que Grace est aimée, qu'elle est avec un homme bien, qu'elle a fait le bon choix, même si c'était le plus difficile. Et Eleanor regardait Grace avec un amour évident. Sarah veut savoir si un jour, quand Grace sera plus âgée, elle pourra la rencontrer, non pas en tant que mère, mais en tant que personne qui se soucie d'elle. Sam réfléchit. Quand Grace sera en âge de comprendre, nous lui dirons tout sur Sarah, sur la façon dont elle est venue à moi, sur le choix que sa mère a fait. Et oui, si Sarah veut la rencontrer, cette porte sera ouverte. Tu es très généreuse. Je vous en suis très reconnaissant. Sarah m'a donné la grâce. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser. Les fleurs sauvages que Sam avait plantées sur la colline au-dessus de la tombe d'Elizabeth avaient fleuri cet été-là. Chaque dimanche, il emmenait Grace là-bas et lui parlait de la femme enterrée sous le chêne. « Ta mère, Elizabeth, disait-il, sachant que c'était déroutant, mais aussi vrai. Elle t'aurait aimé. » Martha apprit à Grace à applaudir. Doc Carson lui apporta un lapin en peluche. La famille Johnson les invitait si souvent à dîner le dimanche que cela devint une habitude. Grace grandissait entourée par la communauté, par l'amour, par des gens qui avaient choisi d'être sa famille. Le jour de Noël, exactement 1 an après avoir trouvé Grace dans la crèche, Sam organisa une petite fête. Martha et le vieux Tom, Doc Carson, Eleanor Hartford, le shérif Wade, les personnes qui l'avaient soutenu, qui avaient témoigné, qui avaient cru en lui. Ils mangèrent le repas préparé par Martha, chantèrent des chants de Noël et regardèrent Grace faire ses premiers pas hésitants, allant de Sam à Eleanor et revenant. Personne ne manqua de saisir le symbolisme de la situation. Cet enfant reliait 2 mondes, 2 types d'amour. Une fois tout le monde parti, Sam s'assit dans le fauteuil à bascule, Grace somnolente dans ses bras. Il sortit la boîte où il gardait ses objets précieux, la note originale, aimez-la s'il vous plaît, l'écharpe bleue tricotée, la bague en argent et un nouvel ajout,
une lettre arrivée 2 semaines auparavant. L'écriture de Sarah était délicate, cultivée, pleine de douleur et d'espoir. Cher Monsieur Mitchell, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais pas si vous voulez entendre parler de la femme qui a abandonné un bébé dans votre grange, mais je dois essayer. Je dois vous dire merci. Le docteur Carson m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez un homme bon, honorable, quelqu'un qui avait perdu sa famille et qui comprenait le chagrin. J'ai laissé ma fille dans votre grange parce que je vous faisais confiance sans vous avoir jamais vu. Parce que je n'avais pas d'autre choix, parce que je l'aimais trop pour la garder dans un monde qui la détesterait à cause de mes erreurs. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été de m'en aller cette nuit-là. J'ai attendu dans les arbres jusqu'à ce que je vous voie la trouver. Je vous ai regardé la porter à l'intérieur. Ce n'est qu'alors que je suis parti. S'il vous plaît, dites-lui un jour que je l'aimais, que la laisser partir n'était pas un abandon. C'était un sacrifice. Dites-lui que je pensais à elle tous les jours. Et dites-lui que je suis reconnaissante qu'elle vous ait. Vous lui avez donné la vie que je ne pouvais pas lui offrir. Vous lui avez donné de l'amour. C'est tout ce qu'une mère souhaite pour son enfant. Merci d'être le père que je savais que vous seriez. Merci de l'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé de la culpabilité de savoir que j'avais fait le mauvais choix. Tu as prouvé que j'avais fait le bon. Avec une gratitude éternelle, Sarah Sam plia soigneusement la lettre et la remit dans la boîte. Un jour, quand Grace serait assez grande, il lui montrerait tout, le mot, la bague, l'écharpe, cette lettre. Il lui dirait la vérité sur ses origines, sur les choix impossibles qui l'avaient amené à lui. Mais ce soir-là, il se contenta de la serrer dans ses bras et de la bercer doucement, en regardant les reflets du feu danser sur les murs de la cabane. Dehors, la neige commençait à tomber, douce et légère, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Un autre Noël approchait. Une autre année de vie, d'amour et du miracle quotidien de la famille. Les yeux de Grace se fermèrent. Sam embrassa son front et murmura les mots qui étaient devenus sa prière du soir. « Tu m'as sauvée, ma petite. Tu m'as appris que l'amour ne meurt pas avec la perte. Il attend simplement une nouvelle chance, un nouveau départ, un cadeau de Noël dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Il se leva avec précaution, la porta jusqu'à la chambre qu'il avait construite pour elle et la coucha dans le berceau que le vieux Tom avait fabriqué. Elle remua mais ne se réveilla pas. Rassuré de savoir qu'elle était en sécurité, qu'elle était chez elle, Sam retourna au fauteuil à bascule et prit la Bible où il avait inscrit son nom. Grace Rose Mitchell, trouvée le 25 décembre 1885. Ma fille, 16 mars 1886. Le récit de sa vie écrit de sa main, preuve qu'elle était sienne. Par la fenêtre, il pouvait voir la colline où reposait Elizabeth. Les fleurs sauvages étaient en dormance maintenant, endormies pendant l'hiver, mais elles fleuriraient à nouveau au printemps. La vie continuait, changeait, trouvait de nouvelles façons de grandir. « Merci, Elizabeth, murmura-t-il dans la nuit, de m'avoir appris à aimer, de m'avoir montré que la famille se construit dans le cœur, pas seulement dans le sang. Je pense que tu l'aimerais. Je pense que tu serais fier. » Le feu crépitait, la neige tombait en silence dehors, et dans une cabane qui n'avait connu que la solitude pendant 15 ans, un père veillait sur sa fille tandis que le chevalier du Montana les enveloppait de paix. La voix du vieux Tom semblait résonner dans les mots calmes qu'il avait prononcés des mois auparavant. Parfois, Dieu nous donne une seconde chance sous différentes formes. La question est, êtes-vous assez courageux pour la saisir? Sam avait saisi sa chance, avait été assez courageux pour aimer à nouveau, avait ouvert son cœur brisé et découvert qu'il pouvait encore contenir de la joie. Grace n'avait pas remplacé Elizabeth ou leur fils. Elle avait simplement prouvé que la perte ne devait pas nécessairement être la fin de l'histoire, que le chagrin pouvait se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de beau si on le laissait faire. Il pensa à Sarah, seule à San Francisco, portant le poids de son choix. Il espérait qu'elle avait trouvé la paix en sachant que sa fille était aimée. Il espérait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la chérissait comme il chérissait Grace. Il espérait qu'elle savait que son sacrifice n'avait pas été vain. Et il pensa à Eleanor, apprenant à vivre avec ses regrets et trouvant la rédemption à travers le rire de Grace. Tout cet enchevêtrement d'amour, de perte et de choix qui les avait tous amenés à ce moment. Grace émit un petit bruit dans son sommeil. Sam savait que ce bruit signifiait qu'elle rêvait. Il se demanda à quoi rêvaient les bébés. À la chaleur, au lait et à la sécurité. Probablement aux certitudes simples d'être pris en charge.
Il espérait qu'elle ressentirait toujours cette sécurité, même en grandissant et en découvrant un monde plus complexe. Il y a 15 ans, Sam avait pensé que sa vie était finie. Il croyait que la perte était le mot de la fin. Mais ce soir, en regardant la neige tomber derrière la fenêtre, tandis que sa fille dormait paisiblement dans la chambre voisine, il comprit quelque chose de fondamental. La vie ne consistait pas à éviter la perte. Il s'agissait d'être assez courageux pour aimer malgré tout. De s'ouvrir à la joie, même en sachant qu'elle pouvait être emportée. De choisir la connexion plutôt que la sécurité, la vulnérabilité plutôt que l'isolement. Grace lui avait appris qu'un bébé trouvé dans une crèche le matin de Noël avait appris à un homme adulte à revivre. Sam se leva, vérifia une dernière fois le feu et alla voir Grace. Elle dormait paisiblement, un petit poing serré près de son visage, sa respiration douce et régulière. Il ajusta sa couverture, toucha ses cheveux avec une infinie douceur et murmura les mots qui étaient devenus son engagement. Je te protégerai, je t'aimerai toujours, et je ferai en sorte que tu saches d'où tu viens et pourquoi tu as été assez aimé pour qu'on te laisse partir. C'est ma promesse, Grace Rose, à partir de maintenant et pour toujours. Il retourna dans son lit, épuisé, mais satisfait. Demain apporterait de nouveaux défis. Grace approchait de l'âge où elle serait plus mobile, plus curieuse, plus exigeante. Mais Sam était prêt. Il avait appris que la paternité consistait moins à tout savoir qu'à se montrer chaque jour prêt à apprendre. Alors que le sommeil le gagnait enfin, la dernière pensée de Sam fut simple et profonde. Il avait été trouvé, tout comme il avait trouvé la grâce. Deux âmes perdues se découvrant dans l'obscurité, construisant ensemble la lumière, un jour après l'autre. Dehors, la neige continuait de tomber. L'hiver du Montana s'installait pour longtemps. Mais à l'intérieur de la cabane, la chaleur et l'amour tenaient le froid à distance. Une famille non pas par le sang, la loi ou la tradition, mais par le simple choix quotidien de prendre soin, d'être présent, d'aimer. Et quelque part dans une boutique de vêtements à San Francisco, Sarah Hartford regardait l'océan Pacifique et se demandait si sa fille était en sécurité ce soir-là. Si l'homme en qui elle avait confiance avait tenu sa promesse, si le choix qu'elle avait fait, le choix qui lui avait brisé le cœur, avait été le bon. Si elle avait su, si elle avait pu voir Sam Mercer Grace à la lueur du feu, lui chanter des berceuses de sa voix rauque, la protéger de toute son âme, elle aurait pleuré de soulagement. Elle aurait compris que parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous sauvent. Que l'amour, c'est lâcher prise quand s'accrocher détruirait tout. Mais elle ne savait pas, elle ne pouvait qu'espérer, qu'avoir confiance, vivre avec son choix et prier pour qu'il ait été le bon. La neige tomba, la nuit passa, et quand le matin arriva, Sam se réveilla au babillage joyeux de Grace, prêt à affronter une nouvelle journée de ce cadeau impossible, magnifique et terrifiant qu'est la paternité. Prêt à aimer cet enfant qu'il avait sauvé. Prêt à être l'homme qu'elle méritait. C'était suffisant. Cela le serait toujours.